L'univers est un océan qui ne parle pas. Il s'étend dans toutes les directions, rempli de galaxies, d'étoiles et de mondes, mais rien ne répond à l'appel humain. La science moderne a appris à mesurer la distance entre les galaxies, l'âge des étoiles et la température de l'espace, mais face au silence, aucun nombre n'apporte de réconfort. Quand nous regardons le ciel nocturne, ce que nous voyons est une tapisserie de lumière tissée par d'anciennes explosions. Mais ce que nous entendons, c'est le vide. Un vide qui semble absolu, mais qui cache une musique inaudible, faite de rayonnement, de gravité et de temps. Chaque étoile qui brille dans le firmament est si éloignée que sa lumière met des millions ou des milliards d'années à nous parvenir. Cela signifie que lorsque nous regardons le ciel, nous ne voyons pas le présent. Nous voyons un passé lointain, un portrait de ce qui n'existe plus. Les galaxies que nous observons aujourd'hui sont peut-être déjà mortes. Le cosmos, en ce sens, est un cimetière de lumière, et son silence n'est pas absence, mais écho. L'humanité contemple ce spectacle ancien en essayant de déchiffrer un message, mais tout ce qu'elle reçoit en retour est une quiétude qui frôle le divin. Ce silence a toujours troublé. Depuis les premiers philosophes qui levèrent les yeux vers le firmament, la question du sens du vide accompagne la pensée humaine. Au début, le silence était interprété comme la voix des dieux, une présence invisible se manifestant dans l'absence de son. Avec les progrès de la science, le mystère ne s'est pas dissipé. Au contraire, le silence est devenu encore plus profond, car nous savons désormais que l'univers est plus vaste que nous ne l'avions jamais imaginé, et pourtant, aucune voix ne résonne parmi les étoiles. La taille du cosmos est presque inconcevable. Rien que dans notre galaxie, il existe des centaines de milliards d'étoiles, et chacune peut posséder ses propres planètes. On estime qu'il existe des billions de galaxies dans tout l'univers observable. Si chacune d'elles est une mer de soleil, alors le cosmos est un archipel infini de possibilités. Et pourtant, plus nous regardons, plus nous percevons la solitude. Aucune transmission, aucune lumière artificielle, aucune preuve claire de civilisation lointaine. L'univers est immense, mais il ne répond pas. Pour l'être humain, habitué à chercher du sens en toute chose, le silence cosmique est une provocation. Il remet en question non seulement la science, mais aussi la philosophie, la théologie et la notion même de but. Si l'univers est infini, pourquoi semble-t-il vide? Si la vie est possible ici, pourquoi n'a-t-elle pas fleuri ailleurs? Ces questions traversent la pensée moderne et forment le cœur de ce que nous appelons aujourd'hui le paradoxe de Fermi, la contradiction entre la forte probabilité mathématique de vie au-delà de la Terre et l'absence totale de preuves observables. Mais avant le paradoxe, il y eut l'émerveillement. L'émerveillement de comprendre que l'univers n'a ni hâte, ni voix, ni témoin autre que nous. Le silence des étoiles est le même depuis des milliards d'années. Même lorsque des supernovas explosent et que des trous noirs engloutissent des mondes entiers, le son ne se propage pas. Dans le vide, il n'existe aucun milieu pour le bruit. La mort d'une étoile peut être l'événement le plus violent du cosmos, et pourtant elle se déroule dans un silence absolu. Ce calme physique est devenu un symbole métaphysique, une métaphore de la condition humaine elle-même. Nous vivons au milieu de la grandeur, mais sans réponse. Lorsque les radiotélescopes commencèrent à scruter le ciel, les scientifiques espéraient trouver quelque chose. Un signal, une séquence artificielle, un bruit organisé révélant une intelligence. Les décennies passèrent, et le résultat fut toujours le même, le bruit de fond de l'univers, une fréquence constante et ancienne, née de la naissance même de l'espace-temps. Nous avons découvert que l'univers parle, mais dans une langue que nous ne comprenons pas. Sa langue est le rayonnement cosmique, un souvenir de l'instant où tout commença. Ce bruit primordial, connu sous le nom de rayonnement cosmique de fond, est l'écho du Big Bang, la trace thermique laissée lorsque l'univers était encore jeune. Il emplit tout l'espace, mais ne transporte aucun message, seulement de l'histoire. C'est le son de la création, transformé en silence par le temps. Ainsi, ce que nous appelons le silence cosmique n'est pas l'absence de son, mais l'absence de sens perceptible. L'univers parle sans cesse, mais peut-être pas pour nous. Il existe aussi un aspect psychologique à ce silence. L'être humain projette sur le cosmos son désir de compagnie. Depuis les anciens mythes, nous cherchons dans le ciel la présence de quelque chose de plus grand, des dieux, des esprits, des civilisations. Le vide de l'espace est un miroir dans lequel se reflète notre propre besoin de sens. C'est pourquoi le silence de Dieu, ou le silence des étoiles, fait plus mal que le vide physique.
Il remet en question notre importance. Et peut-être que ce qui nous effraie le plus n'est pas l'immensité, mais l'indifférence cosmique. L'idée que l'univers existe sans avoir besoin d'être observé. D'un point de vue scientifique, le silence peut s'expliquer. Les distances entre les étoiles sont si vastes que toute communication serait presque impossible. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, un message mettrait des milliers d'années à traverser une poignée de galaxies. À l'échelle cosmique, le temps et la distance forment une barrière infranchissable. Mais le mystère persiste, car l'esprit humain ne se satisfait pas du calcul. Nous voulons entendre quelque chose, un signal, une réponse, une preuve que nous ne sommes pas seuls. Peut-être que le silence est l'état naturel de l'univers. Peut-être que la vie est rare, fragile et passagère. Peut-être parlons-nous seuls dans un théâtre vide. Ou peut-être que le silence n'est qu'une pause avant une plus grande découverte. Chaque nuit étoilée nous rappelle que nous sommes petits, mais conscients. Et cette conscience est, en elle-même, un miracle. L'univers peut sembler muet, mais en son sein existe un être qui écoute. Et cette écoute est le commencement de toute science. Le silence cosmique, par conséquent, n'est pas une absence à vaincre, mais une présence à comprendre. Il nous invite à l'observation patiente, à l'humilité et à la recherche constante de sens. Face à lui, l'homme devient à la fois scientifique et poète, explorateur et croyant. Car, au fond, chaque regard vers le ciel est une prière, une tentative d'entendre ce que l'infini ne dit pas. Et c'est dans ce silence que naît la question qui change tout. Si l'univers est si vaste, où est tout le monde? Au milieu du XXe siècle, le monde vivait entre la peur et l'espérance. L'humanité avait découvert le pouvoir de l'atome, divisé le noyau de la matière et créé une énergie capable de détruire des villes ou d'éclairer des nations entières. La science avançait à une vitesse sans précédent. Le ciel, autrefois domaine des dieux et des rêves, commençait à être perçu comme un territoire conquérable. L'avion, le radar et la fusée avaient transformé l'impossible en simple question de temps. Et c'est dans cette atmosphère d'euphorie technologique et d'inquiétude philosophique qu'est née l'une des questions les plus profondes de l'histoire. Où est tout le monde? L'auteur de cette question fut Enrico Fermi, un physicien italien à l'esprit précis et curieux, connu autant pour son génie que pour sa simplicité. Il contribua à fonder la physique moderne, participa à la création du premier réacteur nucléaire et fut l'un des scientifiques centraux du projet Manhattan, responsable du développement des premières armes atomiques. Fermi croyait profondément en la raison et en les mathématiques, mais il avait aussi l'habitude de remettre en question tout ce qui paraissait trop évident. Son esprit était comme un radar tourné vers l'absurde, et c'est précisément un absurde qui l'intrigua lors d'un déjeuner ordinaire, un jour ordinaire, à l'été 1950. Ce jour-là, au laboratoire de Los Alamos, entre conversations détendues et plateaux métalliques, Fermi discutait avec ses collègues des nouvelles du moment. On parlait de rapports d'objets volants non identifiés, de la possibilité de vie sur d'autres planètes et des premiers pas de l'astronomie moderne dans la recherche de mondes au-delà du système solaire. L'ambiance était à la curiosité, mais aussi au scepticisme. Puis au milieu de la discussion, Fermi s'arrêta, regarda dans le vide et, avec son léger accent, posa une question qui fit taire la table. Où est tout le monde? La question était simple, mais dévastatrice. Elle contenait en elle toute la contradiction entre l'optimisme scientifique et la réalité observable. Si l'univers est ancien, vaste et rempli d'étoiles semblables au Soleil, et si beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes semblables à la Terre, pourquoi ne voyons-nous aucun signe clair d'autres civilisations? Fermi ne le demanda pas par ironie. Il le demanda parce qu'il savait compter, et les chiffres ne concordaient pas. Selon les estimations de l'époque, la galaxie devait abriter des millions de civilisations. Même si seule une petite fraction d'entre elles avait développé une technologie, l'âge de l'univers aurait largement suffi pour leur permettre de s'étendre, de coloniser les étoiles voisines et finalement de laisser des traces. Ondes radio, artefacts, lumières artificielles ou mégastructures. Pourtant, jusqu'à ce moment-là, rien n'avait été détecté. Aucun signal, aucune preuve, aucune trace. L'univers demeurait dans un silence absolu. Cette discordance entre ce que prédisaient les mathématiques et ce que révélait la réalité reçut le nom de paradoxe de Fermi. L'impact de cette question fut immédiat. Pour de nombreux scientifiques, elle résonna presque comme une provocation philosophique. D'autres la traitèrent comme un défi statistique,
un problème de probabilité et d'échelle. Mais pour la plupart, le sentiment fut celui d'un malaise. L'idée que nous étions peut-être seuls ou que tout l'univers pouvait exister sans témoin autre que nous. À partir de ce moment, le silence cosmique cessa d'être une simple curiosité poétique pour devenir un véritable problème scientifique. Fermi commença à explorer les implications de sa propre question. Si les civilisations étaient courantes, l'espace devrait être rempli de signaux. Même si une seule d'entre elles avait appris à voyager entre les étoiles, quelques millions d'années, un clin d'œil à l'échelle cosmique, suffirait pour coloniser toute la galaxie. Et si cela ne s'était pas produit, c'est que quelque chose n'allait pas. Soit la vie est extrêmement rare, soit les civilisations sont fragiles et ne survivent pas assez longtemps, soit il existe un obstacle universel empêchant toute communication entre elles. Chacune de ces hypothèses était aussi troublante que les autres. Les collègues de Fermi commencèrent à discuter. Certains suggérèrent que peut-être les civilisations se détruisent avant d'atteindre le voyage interstellaire. D'autres imaginèrent qu'elles ne souhaitent tout simplement pas communiquer. Fermi écoutait en silence, effectuant des calculs mentaux. Il savait que si le cosmos obéit à des lois naturelles, il ne devrait rien y avoir de spécial sur Terre. La même physique, la même chimie, la même biologie, tout devrait se répéter sur d'innombrables mondes. Et pourtant, aucun signe de répétition. Le silence, par conséquent, devait signifier quelque chose. Avec le temps, le paradoxe prit forme et nom. Les scientifiques commencèrent à le raffiner, à le tester, grâce à de nouvelles observations et à construire des hypothèses de plus en plus sophistiquées. Il devint le point de départ de toute l'astrobiologie moderne. La question de Fermi se transforma en un axe philosophique et mathématique. Si l'univers est si ancien et fécond, et si la vie est une conséquence naturelle de la matière, pourquoi seule la Terre semble-t-elle parler? La force du paradoxe réside dans sa simplicité. Il ne demande pas de foi, seulement de la logique. Les mêmes équations qui décrivent les orbites planétaires et l'évolution stellaire indiquent qu'il existe des milliards de mondes potentiellement habitables. Mais l'expérience humaine insiste pour montrer le contraire. Ce conflit entre la raison et l'observation est ce qui rend le paradoxe de Fermi si perturbant. Il oblige l'humanité à se regarder dans le miroir cosmique et à admettre que peut-être le silence est une réponse ou un avertissement. Les décennies suivantes cherchèrent à résoudre la question. Des théories émergèrent sur la rareté de la vie, sur des filtres évolutifs, sur des catastrophes inévitables, empêchant l'épanouissement de civilisations durables. D'autres idées, plus optimistes, suggérèrent que peut-être la vie est abondante mais discrète, silencieuse par choix, non par absence. On part. Dans les deux cas, le point de départ reste le même. Cette table à Los Alamos, ce moment de pause entre une gorgée de café et une équation, lorsque Fermi contempla l'infini et comprit que l'univers, bien que plein de lumière, était sans voix. Aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, le paradoxe de Fermi demeure vivant. Il guide les observatoires, les missions spatiales et les réflexions philosophiques. C'est le genre de question qui ne vieillit pas, car elle n'a pas de réponse définitive. Elle résonne parmi les scientifiques, les théologiens et les poètes, les unissant tous dans le même émerveillement. Le silence des étoiles, après tout, n'est pas seulement un mystère scientifique, c'est une expérience existentielle. L'héritage de Fermi ne réside pas seulement dans la physique ou l'énergie nucléaire. Il réside dans ce geste simple et puissant consistant à remettre en question l'évidence. Sa question continue d'ouvrir des chemins dans l'obscurité, nous rappelant que la quête de compagnie dans l'univers est aussi une quête de nous-mêmes. Chaque fois que nous pointons une antenne vers le ciel, nous répétons la même curiosité qui l'animait. Nous voulons comprendre pourquoi l'univers semble silencieux, et s'il existe quelque part quelqu'un qui tente de nous écouter en retour. Ainsi, entre calculs et silence, le paradoxe de Fermi marqua le début d'une nouvelle ère, celle où l'humanité commença à se percevoir non comme le centre du cosmos, mais comme une exception ou un prélude. Car si l'univers est assez ancien pour avoir abrité des civilisations, la question de Fermi continue de résonner comme un écho lointain. Où sont les autres? L'univers est bien trop ancien pour ce que nous sommes. Il existe depuis plus de 13 milliards d'années, tandis que notre espèce n'a parcouru que les 200 000 dernières. Cette disproportion temporelle est si colossale que toute tentative de comparaison se dissout dans l'émerveillement. La vie humaine est une étincelle récente dans un incendie qui a commencé bien avant.
Et c'est peut-être là l'une des raisons du grand silence. Le temps cosmique est si vaste que des civilisations entières ont pu naître, fleurir et disparaître bien avant que nous n'ouvrions les yeux. L'horloge du cosmos ne mesure pas les jours, les mois ou les années. Elle mesure les ères, les éons et les effondrements. La science a appris à déchiffrer l'âge de l'univers en analysant sa plus ancienne lumière, le rayonnement cosmique de fond, l'écho visible de la naissance de l'espace et du temps. Ce rayonnement montre que tout a commencé par une lueur inimaginablement dense et chaude, suivie d'une expansion qui se poursuit encore. Mais durant les 300 000 premières années après le commencement, il n'y avait ni étoiles, ni planètes, ni atomes complexes. Il n'y avait que ténèbres et particules errantes. Le silence originel n'était pas un vide, c'était l'intervalle entre le chaos et l'ordre. Les premières étoiles sont nées lorsque l'univers avait environ 400 millions d'années. Elles furent les grandes usines d'éléments, de véritables fours nucléaires qui ont créé le carbone, l'oxygène, le fer et tous les composants nécessaires à la vie. Ces étoiles sont mortes dans d'immenses explosions, dispersant leurs restes dans l'espace. De ces cendres se sont formées de nouvelles étoiles et de nouveaux mondes. La vie, par conséquent, est un sous-produit de la mort stellaire. Tout ce qui existe dans nos corps, du calcium de nos os au fer de notre sang, a été forgé au cœur d'étoiles qui n'existent plus. L'univers a dû mûrir pour permettre la vie. Il a fallu attendre des milliards d'années pour que les éléments essentiels s'accumulent. La Terre est apparue il y a environ 4,5 milliards d'années, alors que l'univers était déjà âgé de plus de 9 milliards d'années. Cela signifie que, même si la vie avait été possible dès le départ, il y eut un long temps de préparation, une chimie cosmique en lente évolution. Durant cette période, il est possible que des mondes entiers se soient formés et éteints sans jamais abriter de conscience. Mais lorsque la vie finit par apparaître, elle est fragile et brève. L'échelle de la biologie est minuscule, face à celle du cosmos. Tandis que les étoiles vivent des milliards d'années, une civilisation technologique peut ne durer que quelques milliers, ou moins. À l'échelle universelle, c'est un battement de cils. Il est possible que des dizaines, voire des centaines de civilisations aient existé avant la nôtre, mais que toutes aient disparu avant que nous puissions les percevoir. Le temps, par conséquent, n'est pas seulement une mesure, c'est un filtre. Il sépare ceux qui naissent de ceux qui subsistent. Cette asymétrie temporelle est le cœur du problème. Même si la vie est courante, il est peu probable que deux civilisations coïncident dans le temps. L'univers est vieux et immense, et la probabilité que deux espèces intelligentes existent simultanément est infime. Nous cherchons peut-être les signaux d'une civilisation disparue depuis des millions d'années, dont les transmissions se sont déjà dissoutes dans le bruit de fond. Et si d'autres existent, peut-être ne sont-elles pas encore nées. Dans ce cas, nous ne sommes qu'une des nombreuses voix que l'univers produit à différents moments, des voix qui ne s'entendent jamais. Le silence cosmique pourrait n'être que le résultat d'un décalage temporel. Tandis que nous levons les yeux vers les étoiles, en quête de compagnie, le temps efface les traces de ceux qui sont venus avant. Même si des civilisations anciennes avaient laissé des vestiges, satellites, cités, artefacts, l'univers lui-même se serait chargé de les détruire. L'érosion cosmique est impitoyable. Les rayons cosmiques, les impacts, le rayonnement et le mouvement des galaxies effacent toute structure au fil de millions d'années. L'éternité dans le cosmos est synonyme d'oubli. Lorsque nous réfléchissons à notre propre histoire, nous réalisons à quel point l'intelligence est récente. Toute la civilisation humaine, depuis l'invention de l'écriture jusqu'à l'ère numérique, ne couvre pas 10 000 ans, un intervalle imperceptible à l'échelle astronomique. Le cerveau moderne, capable de penser l'univers, n'existe que depuis quelques instants sur l'horloge cosmique. La conscience est une exception tardive, une étincelle dans un abîme de ténèbres et de silence. Et c'est peut-être cette brièveté qui explique pourquoi l'univers ne nous a pas encore répondu. Il est trop vieux pour nous, ou nous sommes trop jeunes pour lui. La Terre a mis des milliards d'années à développer des conditions stables et à abriter la vie complexe. L'univers, lui, continuera d'exister pendant des billions d'années après notre disparition. En termes de temps, l'humanité n'est qu'un visiteur éphémère. Même si notre espèce survivait des millions d'années, ce serait bien peu face à l'âge des étoiles. Et si l'intelligence est un phénomène aussi rare que bref, alors le cosmos est peut-être ponctué de courts instants de conscience séparés par d'immenses déserts de temps. Des étincelles qui brillent et s'éteignent, sans jamais se rencontrer. La comparaison entre le temps géologique et le temps biologique le montre clairement.
Tandis que les montagnes s'élèvent et s'effondrent en cycles de centaines de millions d'années, l'histoire humaine tient dans une seule couche de sédiments. L'univers nous observe avec la patience des ères, et nous le contemplons avec l'impatience des secondes. Ce décalage d'échelle est ce qui transforme le paradoxe de Fermi en une mélancolie cosmique. Peut-être ne sommes-nous pas seuls, simplement hors de synchronie. Et si l'univers est réellement une succession d'existences isolées, séparées par des abîmes de temps, alors le silence des étoiles n'est que le son d'un passé lointain. Ce que nous entendons n'est pas absence, mais décalage. Le bruit de fond cosmique pourrait être le cœur fossile de civilisations disparues, mêlé au rayonnement de la création elle-même. L'univers ancien porte les voix mortes de tout ce qui a existé, mais elles sont si lointaines qu'elles se sont perdues dans l'expansion. Au final, le paradoxe de Fermi n'est peut-être pas une question de distance, mais de temps. La vie n'est pas impossible, seulement improbable à coexister. Notre existence est une coïncidence dans un chronomètre infini, et cela rend le silence compréhensible, mais non moins poétique. Car si l'univers a 13 milliards d'années et que nous venons à peine de nous éveiller, alors nous sommes les premiers à écouter, non les derniers. Le temps est le véritable filtre du cosmos. Il crée et détruit, sépare et réduit au silence. Et pourtant, au sein de sa lenteur subsiste une urgence humaine, la volonté de comprendre. Peut-être que le secret du silence cosmique ne réside pas dans l'absence d'autres voix, mais dans la brièveté de celles qui apparaissent. L'univers est vieux et l'intelligence est brève. Mais tant qu'il restera quelqu'un pour interroger, le cosmos demeurera vivant, car l'acte de questionner est en soi la seule réponse que le temps n'a pas encore effacée. Les mathématiques semblent être un langage universel. Grâce à elles, nous décrivons le mouvement des planètes, la fusion des étoiles et le rythme invisible du cosmos. Si la nature est cohérente, alors les équations devraient suffire à révéler la logique de l'existence. Et en effet, lorsque nous regardons les chiffres, tout indique que la vie devrait être abondante. Il y a tant d'étoiles, tant de planètes et tant de temps disponible que le silence des étoiles ne devrait pas exister. Mais il existe, et c'est là que les nombres cessent d'avoir du sens. L'immensité statistique de l'univers est presque impossible à concevoir. On estime qu'il existe plus de 200 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Cela signifie qu'il y a environ un 10 suivi de 24 zéros d'étoiles dispersées dans l'espace observable. Si seule une petite fraction d'entre elles possède des planètes rocheuses dans des zones habitables, le nombre resterait inimaginable. La Voie lactée elle-même, notre galaxie, abrite plus de 100 milliards d'étoiles et des dizaines de milliards de mondes potentiellement semblables à la Terre. Avec tant d'endroits possibles, la vie devrait être inévitable. Et pourtant, aucune preuve n'a jamais été trouvée. C'est en tentant de donner forme à cette contradiction que l'astronome Frank Drake formula, en 1961, une équation qui devint célèbre sous le nom d'Hum-équation de Drake. Son but n'était pas de résoudre le mystère, mais de l'organiser. L'équation proposait de multiplier une série de facteurs, tels que le taux de formation des étoiles, la fraction possédant des planètes, le nombre de mondes habitables, la probabilité d'apparition de la vie et la durée moyenne des civilisations technologiques, afin d'estimer combien d'entre elles pourraient être actives aujourd'hui dans notre galaxie. C'était un exercice de raisonnement, non de précision, une tentative de traduire l'émerveillement en nombres. Sur le papier, l'équation est simple, mais chaque variable est un abîme. Plus nous essayons de les remplir de données, plus nous mesurons l'ampleur de notre ignorance. Nous savons avec une relative certitude combien d'étoiles naissent chaque année dans la Voie lactée, mais nous ne savons pas combien de planètes possèdent réellement des conditions stables. Et, plus profondément encore, nous ignorons à quel point l'apparition de la vie est improbable. Après tout, nous n'avons qu'un seul exemple, la Terre. Tout calcul part de ce point unique. C'est comme tenter de définir la diversité d'un océan en observant une seule goutte. Voilà le cœur du problème. L'équation de Drake dépend moins de la mesure que de la supposition. Certains scientifiques estiment que la probabilité que la vie apparaisse sur une planète habitable est très élevée. D'autres pensent qu'elle pourrait être si faible qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois dans toute l'histoire du cosmos. Et lorsque l'écart entre une hypothèse et une autre est aussi vaste, les mathématiques cessent d'être une réponse pour devenir une espérance. L'équation devient un miroir. Ce que nous y voyons reflète davantage ce que nous désirons que ce que nous savons.
Même avec toutes ces incertitudes, de nombreux calculs optimistes ont été faits. Si une étoile sur 100 000 seulement abritait une planète dotée de vie intelligente, il existerait tout de même des millions de civilisations rien que dans la Voie lactée. Cela signifierait que l'espace devrait être rempli de transmissions, de lumière et de bruits artificiels voyageant entre les étoiles. Mais ce que nous recevons, c'est seulement le bruit cosmique, le son ancien de la naissance de l'univers, constant et indifférent. Aucun motif, aucune répétition, aucun signal qui ne puisse être expliqué par des phénomènes naturels. Le paradoxe de Fermi se dresse à nouveau. Les nombres disent que nous ne sommes pas seuls, mais la réalité persiste à nous laisser seuls. La science tente d'expliquer ce désaccord de bien des manières. Peut-être cherchons-nous dans le mauvais spectre, écoutant des fréquences que personne n'utilise. Peut-être que la communication interstellaire est impossible et que les civilisations avancées communiquent par des moyens que nous ne comprenons pas encore. Ou peut-être que le silence n'est pas une absence mais une prudence, un choix collectif du cosmos pour ne pas être entendu. Pourtant, aucune de ces hypothèses ne résout l'inconfort. Les mathématiques semblent crier présence, tandis que l'univers murmure absence. Le problème, c'est que les nombres ne perçoivent pas les contextes. Ils s'empilent avec froideur, ignorant la complexité du réel. La probabilité de la vie peut être élevée, mais la probabilité du contact peut être presque nulle. La distance, le temps et la fragilité biologique annulent toute chance de dialogue. C'est comme jeter des milliards de bouteilles à la mer et découvrir que l'océan est si vaste qu'aucune n'atteint l'autre. Le calcul de l'abondance est vertigineux, mais le calcul de la rencontre est tragique. Un autre point crucial est le problème de l'échantillonnage. Toute l'astrobiologie moderne repose sur un seul exemple de succès, nous-mêmes. Cela crée une illusion statistique dangereuse. La vie sur Terre peut sembler commune simplement parce qu'elle est la seule que nous connaissons. Et lorsque l'on observe tout l'univers à partir d'un seul cas, toute généralisation devient un acte de foi. L'équation de Drake, en ce sens, est presque une prière scientifique, une manière rationnelle de dire « il doit bien y avoir quelqu'un là-dehors ». Mais peut-être que la réponse réside dans l'erreur d'échelle elle-même. L'être humain pense en millions, mais l'univers pense en billions. Quand les chiffres sont aussi immenses, même les événements improbables deviennent inévitables, et pourtant invisibles. La vie peut être répandue, mais si diluée dans l'espace et dans le temps que chaque civilisation devient une île. Les probabilités demeurent valides, mais le résultat ne se manifeste pas comme prévu. Les mathématiques ne mentent pas, elles ne garantissent simplement pas de témoins. C'est le paradoxe de l'abondance. Plus le cosmos est vaste, plus le silence est grand. S'il n'existait que quelques dizaines d'étoiles, l'absence de vie serait naturelle. Mais dans un univers comptant des billions de mondes, l'absence de tout signe devient presque insupportable. La science répond avec patience, l'esprit humain avec inquiétude. L'équation de Drake se transforme alors d'un outil scientifique en une réflexion philosophique. Elle nous rappelle que savoir compter n'est pas savoir comprendre. Peut-être que l'erreur est d'attendre que l'univers se comporte logiquement selon nos standards. Les équations sont humaines, le cosmos ne l'est pas. Lorsque nous multiplions des nombres et obtenons de l'espoir, nous oublions que l'univers n'a aucune obligation d'être compréhensible. Il est tout simplement. Et le silence des étoiles n'est peut-être pas un problème à résoudre, mais une conséquence naturelle de l'immensité. Pourtant, les nombres persistent. Ils sont la boussole de ceux qui cherchent, le phare de ceux qui écoutent, car même lorsqu'ils n'ont plus de sens, ils pointent vers une vérité inévitable. S'il existe tant de mondes, tant de temps et tant de matière, alors le vide ne peut être complet. Peut-être que nous n'avons pas encore appris à entendre la bonne musique, ou que nous sommes prisonniers d'une fréquence trop étroite du réel. Les mathématiques disent que l'univers est fécond. L'expérience dit qu'il est silencieux. Et entre ces deux voies, l'humanité continue d'essayer de comprendre ce que le calcul ne peut expliquer. Peut-être que les nombres ne se trompent pas. Ils sont simplement incomplets. Ce qui manque, ce n'est pas la quantité, mais la compréhension. Et c'est pourquoi la prochaine étape ne réside pas dans la probabilité, mais dans la physique même de l'espace. Comprendre pourquoi, même si d'autres voies existent, leur son ne nous parvient peut-être jamais. L'univers est trop vaste pour le son. Et plus encore, il est trop vaste pour toute réponse. Même si d'autres civilisations existent parmi les étoiles, il est possible que nous ne puissions jamais les entendre.
non par manque de volonté ou de technologie, mais à cause d'une barrière infranchissable, le tissu même de l'espace-temps. La distance, combinée à la limite imposée par la vitesse de la lumière, transforme le cosmos en une immense prison d'isolement, où chaque monde habite sa cellule lumineuse, séparée par des abîmes qu'aucun message ne peut traverser à temps. Pour comprendre cette limitation, il faut d'abord saisir ce que signifie réellement la distance à l'échelle cosmique. Lorsque nous disons qu'une étoile est proche, comme Alpha du Centaure, la plus proche du Soleil, nous parlons de quelque chose situé à plus de 4 années-lumière. Cela signifie que la lumière, le phénomène le plus rapide de l'univers, voyageant à près de 300 000 km par seconde, met plus de 4 ans à quitter cet endroit et à nous atteindre. Autrement dit, lorsque nous regardons Alpha du Centaure, nous la voyons telle qu'elle était il y a 4 ans. Si nous envoyons un message aujourd'hui, il n'arriverait qu'en l'an 2029. Et si la réponse était envoyée immédiatement, nous ne la recevrions qu'en 2033. C'est le dialogue le plus rapide possible avec notre voisin le plus proche. Une conversation qui voyage à la vitesse de la lumière, mais qui reste beaucoup trop lente pour toute interaction vivante. Imaginez maintenant ce que cela signifie à des échelles plus grandes. Les galaxies les plus lointaines se trouvent à des milliards d'années-lumière. La lumière qui atteint aujourd'hui nos télescopes est partie de ces régions alors que l'univers était encore jeune, lorsque la Terre n'existait pas encore. En d'autres termes, tout ce que nous voyons, c'est le passé. L'univers que nous observons n'est pas celui qui est, c'est celui qui fut. Nous vivons à l'intérieur d'une photographie ancienne et silencieuse, où chaque étoile est un souvenir lumineux d'un temps révolu. Ce décalage transforme toute tentative de communication en tragédie cosmique. Même si une civilisation lointaine avait envoyé des signaux il y a 100 000 ans, il est possible que ces signaux traversent encore l'espace pendant que leurs émetteurs ont disparu depuis longtemps. De la même manière, nos propres signaux, qui ont commencé à s'échapper de la Terre avec les premières transmissions radio, il y a un peu plus d'un siècle, n'ont atteint qu'un rayon d'une centaine d'années-lumière, un grain microscopique comparé à la taille de la galaxie. Si quelqu'un nous écoute, il est peu probable qu'il sache même que nous existons. L'espace, par conséquent, n'est pas un simple vide. C'est un milieu physique régi par des lois implacables. La vitesse de la lumière, considérée comme la limite ultime de la nature, n'est pas seulement une barrière technologique, c'est une frontière ontologique. Rien ne peut la dépasser, ni l'information, ni la matière, ni la pensée. Cela signifie que l'espace et le temps sont si étroitement liés que voir, c'est toujours voir le passé, et entendre, c'est toujours entendre des échos dont la source n'existe peut-être plus. Chaque étoile du ciel est une lettre en retard d'une ère disparue. Cette limitation crée ce que les cosmologistes appellent le univers observable, la bulle d'espace dont nous pouvons recevoir la lumière depuis le commencement des temps. Tout ce qui se trouve au-delà de cet horizon est, pour nous, invisible et inatteignable. À mesure que l'univers se dilate, cette limite grandit elle aussi, mais jamais assez vite pour englober le tout. Il existe des régions du cosmos qui s'éloignent déjà de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui signifie que leurs signaux ne nous parviendront jamais. Elles sont littéralement au-delà de la possibilité de perception. C'est comme si l'univers avait amputé une partie de notre expérience, des régions éternellement silencieuses. Même à l'intérieur de cette bulle observable, l'échelle des distances est absurde. Si l'on réduisait la Voie lactée à la taille de l'Amérique du Sud, le Soleil serait un grain de poussière, et la Terre, invisible à l'œil nu. Les étoiles les plus proches se trouveraient à plusieurs kilomètres de ce point, et les galaxies voisines à des centaines de milliers de kilomètres. Aucun signal humain, aucun vaisseau, aucune technologie concevable ne peut parcourir de telles distances dans un laps de temps utile. L'espace n'est pas seulement vaste, il est pratiquement infini pour toute civilisation dépendant de la physique connue. Il existe aussi le problème de la simultanéité. Même si deux civilisations existent dans la même galaxie, il est peu probable qu'elles vivent à la même époque cosmique. L'une peut avoir fleuri et disparu des millions d'années avant la naissance de l'autre. Lorsque l'une envoie un message, l'autre n'existe pas encore. Lorsque l'autre commence à écouter, la première est déjà poussière. Le temps, en ce sens, est aussi cruel que l'espace. Il défait toute tentative de rencontre. L'univers est une salle d'écho, où les voix se croisent sans jamais se rejoindre. La solitude cosmique, par conséquent, n'est pas seulement émotionnelle, elle est physique. Les lois de l'espace-temps imposent l'isolement.
Nous sommes prisonniers de notre propre lumière, confinés dans la bulle de ce que nous pouvons voir et entendre. Nous pouvons imaginer d'autres esprits, mais jamais les toucher. Chaque planète habitée, si d'autres existent, serait une île perdue dans un archipel de silence. L'immensité qui devrait unir finit par séparer. Et plus l'univers se dilate, plus cette séparation devient définitive. Des galaxies entières s'éloignent de nous, à des vitesses croissantes, sous l'effet de ce que l'on appelle l'énergie sombre. Au fil des billions d'années, le cosmos deviendra si dilaté que même la lumière des galaxies les plus proches disparaîtra de l'horizon. Il viendra un temps où le ciel nocturne sera entièrement noir et où aucune étoile, hormis le Soleil, ne pourra être vue. L'univers deviendra un désert froid, sans passé visible ni avenir partagé. Aujourd'hui déjà, nous vivons les premiers signes de cet isolement. Les galaxies les plus lointaines s'éloignent si rapidement que leurs signaux s'allongent jusqu'à devenir invisibles, perdus dans l'infrarouge lointain. Ce que nous appelons le silence cosmique est, en partie, un effet de l'expansion. L'univers ne se contente pas de se taire, il s'éloigne. Et cet éloignement est le véritable abîme entre le désir humain et la réalité physique. Lorsque nous regardons le ciel, nous voyons la beauté, mais nous voyons aussi le temps. Chaque point lumineux est un message en retard. La lumière de Bételgeuse, par exemple, met plus de 600 ans à nous parvenir. Elle a peut-être déjà explosé, mais nous la voyons encore briller. Il en va de même pour d'innombrables autres étoiles. L'univers visible est un cimetière de fantômes lumineux. Le contempler, c'est contempler l'histoire, non le présent. Et peut-être est-ce là le secret du silence. Nous n'entendons pas parce que nous écoutons le passé. Nous ne voyons pas parce que nous regardons ce qui fut. La solitude cosmique n'est pas une punition. C'est une conséquence naturelle des lois qui nous régissent. Dans ces lois, le temps et la distance forment le couple parfait de l'oubli. Le paradoxe de Fermi acquiert ainsi une nouvelle dimension. Il ne suffit pas que la vie existe. Elle doit être proche, simultanée et active pour être détectée. L'immensité de l'univers détruit cette coïncidence. La vitesse de la lumière, si constante et si belle, devient le mur qui nous sépare de tous les autres. Et c'est pourquoi, peut-être, le silence n'est pas absence, mais retard. Un retard d'air que nous ne pourrons sans doute jamais combler. Mais la quête continue. Nous continuons d'envoyer des signaux, d'écouter le ciel, d'imaginer des réponses. Nous savons que l'univers est trop vaste pour être muet, et que la distance n'est qu'un défi de plus pour la curiosité humaine. Et si un jour l'écho parvient jusqu'à nous, il se peut que nous n'en reconnaissions pas l'origine. Car lorsqu'il s'agit du cosmos, chaque voix arrive trop tard. Il existe une hypothèse parmi les astrobiologistes qui ne nie pas le paradoxe de Fermi. Elle le rend inévitable. On l'appelle l'hypothèse de la Terre rare. L'idée que bien que l'univers regorge de planètes, les conditions qui ont rendu la vie possible ici sont si spécifiques, si délicatement ajustées, qu'elles ne se sont peut-être jamais reproduites ailleurs. Cette hypothèse ne repose pas sur le mysticisme, mais sur la science. Et ce qu'elle révèle, c'est une succession de coïncidences si précises que l'existence de la Terre semble une improbabilité statistique à l'échelle cosmique. Tout commence par la température. La Terre se situe dans ce que l'on appelle la zone habitable, ni trop près du Soleil au point de faire bouillir ses océans, ni trop loin au point de les geler. Cet intervalle est étroit et fragile, dépendant non seulement de la distance, mais aussi du type d'étoile, de la composition atmosphérique et de la stabilité orbitale. L'eau liquide, essentielle à la biochimie connue, n'existe que dans cet équilibre minutieux. Un léger écart, et rien de ce que nous connaissons ne serait possible. Les planètes légèrement plus proches de leurs étoiles, comme Vénus, deviennent des fournaises. D'autres, comme Mars, gèlent dans l'oubli. La Terre occupe un point mathématiquement improbable, une fine ligne entre le feu et la glace. Mais l'équilibre thermique n'est qu'un début. La vie, telle que nous la connaissons, exige aussi une protection. La Terre possède un puissant champ magnétique, généré par son noyau métallique en rotation. Ce bouclier invisible dévie les particules mortelles venant du Soleil et de l'espace interstellaire. Sans lui, le rayonnement aurait stérilisé la surface depuis des milliards d'années. Mars, qui a perdu son champ magnétique trop tôt, a vu son atmosphère arrachée par le vent solaire, et avec elle peut-être toute chance de vie durable. Le magnétisme terrestre est un détail physique, mais sans lui il n'y aurait pas d'histoire. Un autre élément crucial est la Lune, probablement formée après une collision colossale entre la jeune Terre et un corps de la taille de Mars.
Elle a stabilisé l'axe de rotation de la planète. Sans cette stabilisation, l'axe terrestre oscillerait de manière chaotique, entraînant des changements climatiques violents et imprévisibles. Les saisons, les cycles biologiques et la prévisibilité du climat dépendent de cette constance. La Lune, silencieuse et lointaine, est un stabilisateur naturel, une ancre gravitationnelle empêchant la planète de sombrer dans le chaos. Dans le même système, deux géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, jouent un autre rôle vital. Leurs masses colossales agissent comme des boucliers gravitationnels, déviant ou capturant la majorité des comètes et des astéroïdes susceptibles de frapper la Terre. Sans ces gardiens lointains, l'histoire géologique de la planète aurait été interrompue d'innombrables fois par des impacts dévastateurs. L'équilibre du système solaire n'est pas qu'une question d'orbite, c'est un jeu délicat de force qui a maintenu la vie possible ici, tandis que des milliers de mondes ont été détruits en silence. La composition chimique de la Terre est elle aussi un accident rare. Le carbone, l'oxygène, l'azote et le phosphore se sont combinés dans des proportions exactes pour former des molécules complexes et stables. Le fer du noyau a produit chaleur et champs magnétiques. Le silicium et l'aluminium ont formé une croûte solide et légère. Le soufre, le cuivre et le zinc ont nourri les réactions biologiques. Chaque élément a joué un rôle, et la moindre variation dans ce mélange aurait changé le destin de la planète. La vie n'est pas née d'une abondance de possibilités, mais de la coïncidence de facteurs presque impossibles. Le temps fut aussi un allié improbable. Il fallut des milliards d'années de stabilité relative pour que l'évolution suive son cours. Durant cet intervalle, la planète affronta des catastrophes, mais aucune assez grande pour effacer toute forme de vie. Les extinctions massives remodelèrent les écosystèmes, mais laissèrent toujours des brèches pour de nouveaux départs. C'est comme si la planète elle-même avait été calibrée pour résister, comme si le hasard avait trouvé un chemin entre le chaos et la continuité. Et le hasard, en effet, fut le grand sculpteur. Les collisions cosmiques, les changements d'orbite, les impacts de météores et les variations climatiques ont façonné l'histoire de la vie comme un artiste travaillant à l'aveugle. Chaque événement aurait pu détruire ce qui devait naître, et pourtant, la vie a persisté. Il est possible que sur d'autres mondes, les mêmes processus se soient produits, mais dans un ordre légèrement différent, donnant des résultats stériles. La vie, en ce sens, est moins un destin qu'une coïncidence cosmique. Si l'on considère la probabilité pure, chacune de ces conditions, température idéale, eau liquide, champ magnétique, atmosphère stable, lune stabilisatrice, géante protectrice et chimie favorable, est rare. La multiplication de ces raretés rend la combinaison presque impossible. L'univers peut abriter des billions de planètes, mais si la probabilité d'une telle coïncidence est d'1 sur 1 billion, la Terre serait déjà un miracle statistique. Et si cela est vrai, le silence cosmique cesse d'être un mystère pour devenir une conséquence naturelle. Nous n'entendons personne, parce qu'il n'y a peut-être personne d'autre. Cette hypothèse ne nie pas l'existence de la vie ailleurs, mais suggère qu'elle pourrait être simple, microscopique et éphémère. Les micro-organismes peuvent être courants, mais l'intelligence pourrait être l'exception. La conscience requiert stabilité, temps et chance, des ingrédients qui coïncident rarement. Voilà pourquoi plus nous étudions l'univers, plus la Terre nous paraît solitaire. C'est un paradoxe. Plus le cosmos est vaste, plus notre rareté devient évidente. Pourtant, cette rareté n'est pas une raison de désespoir, mais de révérence. La conscience humaine est le produit le plus improbable de l'histoire de l'univers, un phénomène émergent, né sur une planète ordinaire autour d'une étoile ordinaire, mais capable de contempler l'infini. Nous sommes peut-être la seule forme de matière capable de se questionner sur elle-même. Et cette capacité, si fragile soit-elle, est la preuve vivante que l'improbable s'est produit. Si la vie est rare, alors le silence des étoiles est le son naturel du cosmos. L'absence de voix n'est pas un mystère, mais une statistique. La solitude n'est pas une punition, mais le reflet de l'unicité. Et c'est dans cette solitude que l'univers se révèle non comme un désert, mais comme un miroir. Car comprendre à quel point nous sommes uniques, c'est aussi comprendre à quel point nous faisons partie du tout. La rareté, en ce sens, est la forme la plus pure de beauté, la preuve que, même au cœur de l'impossible, l'univers a trouvé le moyen de s'entendre à travers nous. Peut-être que le silence des étoiles n'est pas celui de l'absence, mais celui de la différence. Peut-être que l'univers regorge de vie,
simplement sous des formes que nous ne pouvons pas percevoir. Cette hypothèse, connue parmi les astrobiologistes sous le nom de hypothèse de la vie invisible, suggère que la vie pourrait être courante, mais inaccessible à nos sens, à notre technologie et surtout à notre définition de ce que signifie être vivant. Si la vie est un phénomène naturel et non un événement unique, elle a pu apparaître à de nombreuses reprises, sous d'innombrables formes, dans des conditions que nous ne reconnaissons pas. Cela signifie que l'univers pourrait vibrer d'activité, même s'il nous semble muet. La science moderne porte en elle un biais d'origine. Elle cherche ce qu'elle connaît déjà. Lorsque nous recherchons la vie au-delà de la Terre, nous cherchons des molécules de carbone, d'oxygène, de méthane et d'eau. Mais cela n'est que le reflet de ce que nous connaissons ici. Si la vie a évolué différemment ailleurs, nos instruments peuvent lui être aveugles. Il pourrait exister des biochimies alternatives, des formes de vie qui ne dépendent pas de l'eau comme solvant, qui n'utilisent pas le carbone comme structure ou qui ne fondent pas leur énergie sur la lumière. Cette possibilité change tout, car elle élargit le concept de vie au-delà du modèle terrestre. Certains scientifiques suggèrent que le silicium, abondant dans l'univers, pourrait remplacer le carbone comme base moléculaire. Le silicium forme des chaînes stables, semblables à celles du carbone, et pourrait donner naissance à des organismes capables de survivre à des températures extrêmes, peut-être sur des mondes volcaniques ou au sein d'étoiles froides. D'autres proposent que l'ammoniac puisse remplacer l'eau dans des environnements glacés, comme sur les lunes gelées du système solaire. Il existe même des théories plus audacieuses encore, parlant de vie faite de plasma, d'énergie ou de structures quantiques, ne laissant aucune trace chimique. Si l'une de ces hypothèses est vraie, alors nous sommes entourés de vie, mais d'une vie qui ne parle pas notre langage chimique. Au sein de notre propre système solaire, certains lieux défient l'ancienne idée de stérilité. La Lune, Europe, de Jupiter, cache un océan souterrain sous plusieurs kilomètres de glace. Cet océan est réchauffé par les forces de marée, créant des sources hydrothermales semblables à celles qui, sur Terre, abritent des colonies de micro-organismes dans les abysses marins. Il en va de même pour Encelade, lune de Saturne, qui éjecte des jets de vapeur et des composés organiques issus d'un océan interne. Et il y a aussi Titan, recouvert de lacs de méthane liquide, où des réactions chimiques complexes pourraient engendrer une biochimie exotique, totalement différente de la nôtre. Chacun de ces mondes est un laboratoire naturel, un rappel que la vie peut fleurir sans jamais nous ressembler. La Terre elle-même offre un argument encore plus convaincant, les dons extrémophiles. Ce sont des organismes qui prospèrent là où rien d'autre ne vit, des bactéries résistantes aux radiations mortelles, des microbes se nourrissant de soufre dans les volcans, des êtres survivant à des températures proches du zéro absolu apparent ou dans des environnements sans oxygène. On a trouvé des micro-organismes supportant des pressions colossales dans les profondeurs océaniques et d'autres vivant dans des lacs d'acide. Certains résistent même au vide spatial. Si la vie peut s'adapter à de tels extrêmes ici, pourquoi ne pourrait-elle pas exister ailleurs, dans des conditions peut-être plus communes que les nôtres? Cette diversité suggère que ce que nous appelons des conditions idéales n'est peut-être qu'un fragment limité de la réalité. Le carbone et l'eau sont pour nous les blocs fondamentaux, mais ils ne sont peut-être qu'une combinaison parmi beaucoup d'autres. La vie pourrait exister sous une chimie différente, invisible à nos capteurs, ou même à des échelles qui échappent à notre perception. Des micro-organismes pourraient habiter les nuages de Vénus, se nourrissant d'acide sulfurique, ou flotter dans les couches supérieures de Jupiter, vivant dans des atmosphères denses et chaudes, ou peut-être prospérer à l'intérieur des roches glacées de Pluton, réchauffées seulement par la désintégration radioactive. Il existe aussi la possibilité que la vie ne soit pas faite de matière dense comme la nôtre. Certains théoriciens évoquent des formes de vie fondées sur des champs électromagnétiques ou sur des motifs d'énergie auto-organisés, des entités sans corps physique, mais capables d'organisation et de reproduction de l'information. Bien que cela paraisse abstrait, le cerveau humain lui-même est un ensemble d'impulsions électriques organisées, ce qui rend cette idée moins absurde qu'il n'y paraît. Peut-être que ce que nous appelons vie doit être redéfini pour inclure des structures que nous ne voyons pas, mais qui pensent, perçoivent et évoluent malgré tout. Le plus grand obstacle, cependant, reste l'anthropocentrisme scientifique. Nous cherchons une vie qui nous ressemble, qui respire de l'oxygène, boit de l'eau et émet des signaux radio. Mais l'univers n'a aucune obligation de reproduire la biologie terrestre.
Peut-être que les signes sont déjà devant nous et que nous ne les reconnaissons pas. Il est possible que nous détectons des phénomènes étranges, variations de lumière, émissions chimiques, fluctuations d'énergie, et que nous les classions comme du bruit, alors qu'ils sont en réalité les manifestations d'une autre forme de vie. Cette cécité conceptuelle est ce que de nombreux scientifiques appellent la vie non reconnue. Sur Terre, ce concept trouve des échos troublants. En 2010, un groupe de chercheurs annonça la découverte d'une bactérie capable d'utiliser l'arsenic à la place du phosphore, l'un des 6 éléments essentiels de la biologie connue. Bien que cette découverte ait été contestée, elle souleva une possibilité importante. Peut-être que la Terre elle-même abrite des formes de vie alternatives, coexistant avec nous, mais imperceptibles, car elles n'interagissent pas de la même manière avec leur environnement. Cette hypothèse est connue sous le nom de biosphère de l'ombre, une biologie parallèle et invisible vivant aux frontières de ce que nous pouvons détecter. Si quelque chose de semblable existe sur d'autres mondes, notre recherche actuelle est insuffisante. Nous cherchons des miroirs de nous-mêmes dans un cosmos qui n'a peut-être pas de visage. C'est comme essayer d'écouter une symphonie avec les yeux. Le silence cosmique pourrait simplement être le résultat de cette limitation sensorielle. Il n'y a pas absence de son, seulement absence de compréhension. Et lorsque l'on pense à cette possibilité, le paradoxe de Fermi prend une nouvelle signification. Peut-être que la vie n'est pas rare, mais intraduisible. Il existe peut-être des civilisations qui ont évolué dans des états de la matière que nous ne comprenons pas, ou dans des échelles temporelles rendant toute communication impossible, des êtres vivant en secondes ou en millénaires, imperceptibles à nos instruments. L'univers peut bouillonner de conscience, mais sur des fréquences que nos sens n'atteindront jamais. Le silence des étoiles, dans ce contexte, n'est pas le vide, c'est le bruit mal interprété par l'ignorance. Le cosmos parle sans cesse, mais dans des langues que nous ne savons pas encore déchiffrer. La véritable solitude ne se trouve peut-être pas dans l'espace, mais dans notre incapacité à percevoir ce qui est déjà là. Et si l'univers est réellement peuplé de formes de vie invisibles, alors le mystère n'est pas où sont-ils, mais pourquoi n'avons-nous jamais su voir ce qui a toujours été ici? Peut-être que l'univers n'est pas silencieux parce qu'il est vide, mais parce qu'il murmure. Et peut-être que ces murmures ne nous parviennent pas, parce qu'ils ne sont pas destinés à être entendus. C'est l'une des hypothèses les plus troublantes, et en même temps, les plus logiques du paradoxe de Fermi. L'idée que le silence cosmique est intentionnel, que les civilisations intelligentes, au lieu d'annoncer leur existence, choisissent de se cacher, non par faiblesse, mais par sagesse. Le cosmos dans ce scénario n'est pas un désert, mais une forêt sombre, où tout être qui se révèle risque d'être chassé. Ce concept est connu des théoriciens sous le nom de « grand silence ». Il part d'une prémisse simple. Si la vie intelligente s'accompagne inévitablement de technologies, alors l'exposition aussi est inévitable. Chaque civilisation avancée laisserait des traces détectables, des signaux radio, des structures interstellaires, des lumières artificielles. Mais si en comprenant que l'univers peut être hostile, ces civilisations avaient appris à se taire, et si le silence était le seul moyen de survivre, la prudence cosmique, dans ce contexte, serait une forme d'autoconservation. Imaginez un univers habité par d'innombrables intelligences, chacune à un stade différent d'évolution. Les plus anciennes ont peut-être compris que l'espace peut être dangereux. Elles ont observé les vestiges de civilisations qui se sont révélés trop tôt, des mondes disparus après avoir émis leurs premiers signaux, tels des phares attirant des prédateurs invisibles. Dans un tel scénario, le silence devient une stratégie. Mieux vaut être invisible que découvert. Cette idée est approfondie par ce que l'on appelle l'hypothèse du zoo. Selon celle-ci, des civilisations plus anciennes et technologiquement supérieures pourraient être conscientes de notre existence, mais choisiraient de ne pas interférer, tout comme les humains observent les animaux sauvages sans les perturber. La Terre serait une sorte de réserve cosmique, une expérience naturelle ou peut-être simplement un point insignifiant dans un registre galactique. Notre perception de la solitude serait alors une illusion soigneusement entretenue. Le silence, dans ce cas, ne serait pas absence, mais observation. D'autres scientifiques considèrent le silence stratégique comme une conséquence naturelle de la peur. L'univers est vaste et imprévisible. La prudence serait le comportement logique de toute espèce intelligente. Si l'histoire humaine nous apprend quelque chose, c'est que les contacts entre civilisations inégales se terminent rarement bien.
Les peuples anciens qui se sont révélés à des puissances plus avancées ont été détruits, exploités ou assimilés. Si cela se produit sur une seule planète, pourquoi en serait-il autrement à l'échelle cosmique? La conscience de la vulnérabilité pourrait transformer la peur en loi universelle. Celui qui parle trop fort disparaît. La prudence devient alors synonyme de survie. Les civilisations ayant tiré les leçons de leur propre histoire ont peut-être choisi d'effacer leurs traces, de cacher leurs émissions radio, de limiter leur éclat, d'utiliser des communications par faisceaux de particules indétectables. Elles ont peut-être conçu des technologies invisibles, faites pour échapper à toute détection, devenant des ombres au sein du bruit cosmique. Le silence, dans ce cas, ne serait pas un vide, mais un bouclier, une forme de camouflage interstellaire. Il existe aussi une dimension éthique à ce choix. Si une civilisation a atteint un niveau de sagesse supérieur, elle a peut-être décidé de ne pas interférer avec des mondes primitifs comme le nôtre. C'est l'essence de l'éthique de la non-ingérence. L'idée que se révéler pourrait altérer le cours naturel d'une planète. C'est le même principe qui empêche les scientifiques humains d'introduire de nouvelles espèces dans des écosystèmes isolés, de peur de les détruire. Une intelligence supérieure pourrait nous observer avec la même prudence. Ils ne sont pas encore prêts. Et si nous étions déjà observés? Certains chercheurs spéculent que des civilisations avancées pourraient utiliser des formes subtiles de surveillance, des sondes microscopiques, des champs énergétiques dissimulés, une observation indirecte par la lumière réfléchie. Nous pourrions être sous observation depuis des millénaires sans jamais le savoir. Cette possibilité n'a rien d'une fantaisie. Nous-mêmes avons imaginé envoyer des microsondes vers d'autres systèmes stellaires, capables de rester cachés et autonomes. Ce qui est difficile pour nous serait trivial pour des êtres disposant de millions d'années d'avance technologique. Le paradoxe de la peur apparaît alors comme une explication élégante. Plus une civilisation devient intelligente, plus elle comprend les dangers de l'existence. La connaissance engendre la prudence, et la prudence conduit au silence. Les espèces qui se taisent survivent, celles qui se montrent disparaissent. Ainsi, l'univers pourrait être rempli d'esprits conscients, mais tous silencieux, observant, attendant, craignant d'être les premiers à parler. Cette idée a été explorée par des physiciens et des philosophes à travers la métaphore de la forêt sombre. Imaginez le cosmos comme une jungle infinie, habitée par des chasseurs qui ne peuvent pas se voir. Chaque civilisation est une lanterne dans la nuit. L'allumer, c'est révéler sa position, et celui qui la voit n'a peut-être pas de bonnes intentions. La survie dépend donc de l'obscurité. Le silence des étoiles serait le reflet de ce pacte universel. Vivre, c'est se cacher. À un niveau plus profond, cette hypothèse touche un point philosophique. Le silence peut être un signe de maturité. Peut-être que les civilisations parvenues à la sagesse comprennent que l'univers n'est pas une scène, mais un sanctuaire. Elles savent que la communication à l'échelle cosmique peut être dangereuse ou vaine, et préfèrent se tourner vers l'intérieur, à la recherche d'harmonie et de connaissance de soi. Au lieu de transmettre, elles observent. Au lieu de conquérir, elles contemplent. Si tel est le cas, le silence n'est pas absence de vie, mais présence de prudence. L'univers serait comme une bibliothèque, où tous les lecteurs gardent un silence absolu, conscients que le moindre bruit pourrait rompre l'équilibre. Les étoiles ne sont pas muettes, elles respectent simplement un accord invisible de survie. Cette interprétation donne au paradoxe de Fermi une teinte presque tragique. Peut-être ne découvrirons-nous jamais d'autres civilisations parce qu'elles ne veulent pas être découvertes. Peut-être sommes-nous les seuls à vouloir parler et notre voix résonne seule jusqu'à s'éteindre. Le silence cosmique serait alors la somme des précautions de tous les êtres qui en ont trop appris sur le danger d'exister. Mais il existe aussi un espoir discret dans ce scénario. Si le silence est un choix, cela signifie qu'il y a quelqu'un pour choisir, que le cosmos, même silencieux, est habité, et que, quelque part dans un coin lointain, une autre conscience contemple le même ciel et pense la même chose que nous. Il vaut mieux attendre. Peut-être que l'univers n'est pas vide, peut-être qu'il est rempli de ruines invisibles, des civilisations qui ont existé, prospéré puis disparu il y a des milliards d'années, ne laissant derrière elles que des fragments de rayonnement et de poussière cosmique. C'est l'hypothèse sombre connue sous le nom de ce grand filtre. L'idée qu'il existe, quelque part sur la ligne de l'évolution, une barrière presque infranchissable qui empêche la vie intelligente de se répandre dans le cosmos. Le filtre n'est pas un mur physique, mais une combinaison de lois naturelles,
d'instinct et de risques inévitables. Et s'il est réel, alors le silence des étoiles est peut-être l'écho des voix qui se sont éteintes avant d'être entendues. Le concept fut proposé comme explication au paradoxe de Fermi. Si la vie est commune et l'univers ancien, il devrait déjà exister des civilisations bien plus vieilles que la nôtre. Elles auraient dû coloniser des galaxies, laisser des traces, transformer des mondes, diffuser des signaux. Mais rien de tout cela n'apparaît. L'hypothèse du grand filtre répond à cette absence par une vérité troublante. Peut-être que toutes les civilisations disparaissent avant d'aller aussi loin. Le filtre peut agir de plusieurs manières. Il peut intervenir avant l'intelligence, bien dans les premières étapes de l'évolution. La vie simple peut être fréquente, mais la vie complexe, multicellulaire, consciente, technologique, peut être extrêmement rare. Cela signifierait que la Terre est un accident statistique, une planète ayant franchi des étapes que presque aucune autre n'a surmontées. Mais il est également possible que le filtre vienne après l'intelligence, lorsque la conscience elle-même devient le danger. Dans ce cas, la menace ne viendrait pas de l'univers, mais de ce que les civilisations font d'elles-mêmes. Il y a des raisons de craindre cette seconde hypothèse. Toute espèce technologique porte en elle le pouvoir de sa propre destruction. L'énergie qui alimente le progrès nourrit aussi la ruine. Armes, effondrements écologiques, pandémies issues de la science, intelligence artificielle incontrôlée, chaque avancée engendre une nouvelle forme de péril. Un développement trop rapide peut être fatal. L'intelligence est un feu qui éclaire, mais aussi qui brûle. Et peut-être que tôt ou tard, chaque civilisation affronte la même tragédie. Elle apprend à modeler son monde, mais non à se maîtriser. Le filtre peut se manifester à des échelles multiples. Sur certains mondes, l'obstacle peut être climatique, catastrophes naturelles, éruptions planétaires, radiations mortelles. Sur d'autres, il peut être biologique, des virus évoluant trop vite ou des écosystèmes s'effondrant après de faibles changements. Et pour les espèces atteignant le stade technologique, le filtre peut être psychologique. La conscience apporte la peur, le pouvoir et l'instabilité. La société devient trop complexe pour se soutenir. Le progrès devient ruine, et la lueur des machines s'éteint avant d'atteindre les étoiles. L'histoire humaine offre un aperçu de ce danger. En quelques siècles, nous avons modifié le climat, épuisé les ressources et créé des moyens de destruction capables d'anéantir notre propre espèce. Nous nous tenons au seuil, entre la survie et l'effondrement, et si le grand filtre est réel, c'est le moment le plus dangereux de l'histoire cosmique. C'est ici que les civilisations décident de leur destin. La plupart, sans doute, ne dépassent jamais ce point. Il existe aussi le filtre du temps. Même si une civilisation parvient à éviter l'autodestruction, elle doit encore survivre à des ères entières de transformation stellaire. Les étoiles meurent, les planètes se refroidissent, les atmosphères s'évaporent, l'univers est instable, et l'entropie agit en silence. Les civilisations peuvent disparaître sans laisser de traces, englouties par des trous noirs, figées sur des lunes lointaines ou anéanties par des événements que nous ne pouvons même pas concevoir. Le temps est le filtre le plus lent et le plus inévitable de tous. Si le grand filtre existe, il explique le silence. Il transforme l'univers en un cimetière de possibilités, un lieu où la vie apparaît sans cesse, mais survit rarement assez longtemps pour être remarquée. Chaque étoile pourrait abriter la mémoire d'une civilisation perdue. Chaque planète morte être la tombe d'une culture éteinte. Les signaux que nous cherchons ont peut-être voyagé pendant des milliards d'années, s'effaçant avant d'arriver jusqu'à nous. Le silence des étoiles serait alors le son d'un passé effacé. Cette hypothèse est aussi un miroir. Si toutes les autres civilisations sont mortes avant de coloniser le cosmos, le simple fait que nous soyons encore ici, vivants, pourrait être un signe rare. Cela pourrait signifier que nous avons déjà franchi le filtre, que nous avons survécu au moment le plus dangereux et que nous vivons maintenant dans un univers vide, héritier de ceux qui ont échoué. Mais cela pourrait tout aussi bien signifier le contraire, que le filtre est encore devant nous et que notre extinction n'est qu'une question de temps. La question essentielle est où se trouve le filtre? S'il est dans le passé, à l'origine de la vie, dans la transition vers l'intelligence, dans la stabilité planétaire, alors nous sommes l'exception. Nous sommes rares. Mais s'il se trouve dans le futur, le silence des étoiles est un avertissement. Il dirait que l'univers est rempli d'espèces qui sont arrivées jusqu'ici sans jamais aller plus loin. Le vide serait un présage. Attention à la prochaine étape. Pourtant,
Il existe une lueur d'espoir discrète dans cette idée. Si le filtre a déjà éliminé presque tout, le simple fait de notre existence est extraordinaire. Chaque battement de cœur humain serait une victoire statistique. Peut-être que l'univers entier a tenté d'engendrer la conscience à d'innombrables reprises, et que seule la Terre y est parvenue. Cela ferait de notre planète non seulement un monde, mais un monument à l'improbable. Et le silence cosmique, loin d'être effrayant, deviendrait un hommage aux voix qui n'ont jamais pu résonner. L'idée du grand filtre n'est pas seulement une théorie, c'est un miroir moral. Elle nous oblige à contempler la fragilité de notre propre monde. Chaque décision humaine, écologique, technologique, sociale, est un pas vers la survie ou l'oubli. La civilisation est une flamme, et l'univers est le vent. Pour continuer à exister, nous devons comprendre que le danger n'est pas au dehors, mais en nous. Si le cosmos est vraiment rempli de ruines, alors nous sommes les archéologues de l'infini. Nous cherchons des signes des autres, non pour les trouver, mais pour comprendre ce qui pourrait nous arriver. Et peut-être est-ce là le véritable sens du paradoxe de Fermi. Non pas demander où sont les autres, mais nous rappeler que nous sommes encore ici, pour l'instant. Si le grand filtre a éliminé de nombreuses civilisations, il est possible que certaines aient réussi à le franchir. Et si elles l'ont fait, elles sont peut-être devenues quelque chose de si différent, si éloigné de ce que nous connaissons, que nous ne pourrions plus les reconnaître comme vivantes. Peut-être que l'univers n'est pas vide, peut-être qu'il est rempli de présences invisibles, si avancées que notre langage, notre physique et même nos sens sont incapables de les concevoir. Dans ce cas, le silence ne serait pas une absence, mais un excès. Il se passe tant de choses que nous ne savons tout simplement pas les entendre. Le physicien Nikolai Kardashev proposa une classification pour mesurer le degré d'avancement d'une civilisation selon sa capacité à exploiter l'énergie. Une civilisation de type âme maîtriserait toute l'énergie disponible sur sa planète, un stade que l'humanité n'a pas encore atteint. Une civilisation de type 2 contrôlerait l'énergie de son étoile entière, peut-être grâce à des structures colossales comme des sphères ou des anneaux capturant sa lumière. Et une civilisation de type 3 serait si puissante qu'elle puiserait l'énergie d'une galaxie entière, manipulant les trous noirs, les champs gravitationnels et même la matière noire. Selon cette échelle, l'humanité n'est qu'à ses débuts, une espèce primitive allumant des allumettes dans l'obscurité. Mais l'échelle de Kardashev, conçue au milieu du XXe siècle, paraît aujourd'hui limitée. Les civilisations ayant dépassé le stade biologique ont probablement abandonné non seulement le corps, mais aussi la notion même d'énergie telle que nous la comprenons. La technologie, à un certain niveau, devient indiscernable de la nature. Une intelligence capable de manipuler l'espace-temps n'a plus besoin de machine, elle est la machine. Elle n'a pas besoin de signaux radio. Sa communication peut être instantanée, par champ quantique, dimensions cachées ou structures de réalité que nous ne pouvons imaginer. Certains théoriciens appellent cela des civilisations post-biologiques, des êtres ayant évolué au-delà de la matière organique, transférant leur conscience dans des supports artificiels, des réseaux d'énergie ou même des systèmes planétaires entiers. La biologie, après tout, est fragile et éphémère. Mais l'information est durable. Si l'esprit peut être numérisé, copié ou étendu, la vie peut continuer sans le corps. Ces intelligences pourraient exister sous forme de conscience distribuée, vivant non dans des cités, mais dans des sphères de pensée, des champs magnétiques ou des matrices lumineuses flottant entre les étoiles. Il est même possible que beaucoup aient déjà transcendé la notion d'espace physique. Pour une intelligence numérique, le temps peut être manipulé, accéléré ou suspendu. Elle pourrait être pensée en millénaires pendant que nous dormons une nuit, ou exister pendant des milliards d'années en une fraction de seconde. Pour nous, elle serait imperceptible. Et même si nous étions plongés à l'intérieur de l'une de ces consciences cosmiques, nous ne le saurions peut-être jamais. Nous serions comme des fourmis marchant sur un circuit électrique, incapables de comprendre ce qui se trouve sous nos pieds. Cette différence d'échelle est ce que certains philosophes appellent le beau paradoxe de l'incompréhension. Elle affirme que plus une civilisation est avancée, plus il devient difficile de la reconnaître. La différence n'est pas seulement technologique, mais ontologique. Elle touche à la nature même de l'existence. Si une civilisation maîtrise l'énergie d'une étoile, elle n'a pas besoin de se déplacer, d'émettre des signaux ou de construire des vaisseaux. Elle peut simplement exister comme un équilibre parfait entre matière et conscience. Et que verrions-nous de cela? Peut-être une étoile ordinaire,
peut-être rien. Certains vont encore plus loin et imaginent que l'univers tout entier pourrait être le produit de ces intelligences ancestrales. Leur hypothèse de la simulation cosmique suggère que toute la réalité, du Big Bang jusqu'à chaque atome de notre corps, pourrait être la création d'esprits si avancés qu'ils auraient transformé le cosmos en expérience ou peut-être en œuvre d'art. Dans ce cas, nous ne vivrions pas seulement dans un univers habité, nous en ferions partie, comme des pensées au sein d'un esprit colossal. Cette idée, bien qu'elle semble philosophique, est étudiée par des physiciens théoriciens qui cherchent à comprendre pourquoi l'univers paraît si finement ajusté pour permettre la vie. Peut-être que ce n'était pas un hasard, mais même sans faire appel à l'idée de simulation, il existe une autre possibilité fascinante. L'univers comme un écosystème de conscience. Tout comme la biosphère terrestre est composée de millions d'espèces interdépendantes, le cosmos pourrait abriter des intelligences à différents niveaux d'existence. Certaines matérielles, d'autres énergétiques, certaines locales, d'autres étendues sur des milliards de kilomètres. Dans ce scénario, ce que nous appelons silence ne serait que l'harmonie d'une symphonie que nous ne savons pas encore entendre. Peut-être que ces civilisations ne cherchent pas à se cacher, comme le suggèrent les théories précédentes, mais qu'elles ne voient tout simplement aucune raison de communiquer avec nous. La différence d'échelle et de but serait si immense que l'humanité serait invisible à leurs yeux, non par mépris mais par insignifiance. C'est ce que certains appellent l'analogie de la fourmi et du gratte-ciel. Une fourmi peut parcourir une avenue entière sans se rendre compte qu'elle est entourée de constructions humaines. Elle ne comprend ni l'architecture, ni l'électricité, ni la civilisation. De la même manière, nous pourrions traverser un univers rempli d'œuvres conscientes, sans jamais les reconnaître. Ces civilisations, au-delà de notre compréhension, pourraient manipuler non seulement l'énergie, mais le tissu même de la réalité. Elles pourraient créer des univers plus petits dans des laboratoires dimensionnels, façonner des lois physiques différentes, contrôler le flux du temps ou engendrer de nouvelles formes de matière. Ce que nous appelons des phénomènes inexpliqués, pulsars, trous noirs, radiations mystérieuses, pourraient être la manifestation de leur présence. Et pourtant, même face à cela, nous continuons à qualifier de naturel ce qui n'est peut-être qu'incompris. Le silence, dans ce contexte, est une illusion de perspective. Nous n'entendons pas parce que nous ne savons pas encore ce qu'est le son. Nous ne voyons pas parce que nous ne comprenons pas encore ce qu'est la lumière. L'univers pourrait être saturé d'activité, mais à des échelles et dans des dimensions qui dépassent tout instrument humain. Notre science, aussi avancée soit-elle, reste une manière primitive de percevoir le réel. Penser à cela est à la fois humiliant et libérateur. Humiliant, parce que cela nous remet à notre juste place, une espèce nouveau-née dans un univers ancien et insondable. Libérateur parce que cela nous rappelle que le mystère est toujours vivant et que le cosmos ne s'est pas épuisé dans nos équations. Il pourrait exister des formes de vie si vastes qu'une galaxie entière ne serait qu'une cellule dans leur corps, ou des intelligences si petites qu'elles existeraient entre les particules subatomiques, invisibles même pour les dieux. Peut-être que l'univers n'a pas besoin d'être peuplé d'êtres semblables à nous. Peut-être qu'il est déjà en lui-même la plus grande des intelligences, un esprit qui pense sur des milliards d'années, s'étendant et se recréant à chaque instant. Et peut-être que le silence des étoiles n'est que la pensée de cet esprit en mouvement. Si cela est vrai, alors il n'y a rien à craindre du vide, car le vide n'est pas le néant. C'est l'univers lui-même en train de penser. Le silence ne serait pas la fin de la conversation, mais son commencement, le moment où l'esprit humain se tait pour écouter quelque chose de plus grand que lui. L'univers est l'endroit le plus silencieux qui soit, et paradoxalement aussi le plus bruyant. Il vibre sur toutes les fréquences imaginables, de l'ultraviolet à l'infrarouge, des ondes radio aux rayons gamma, mais aucune de ces vibrations ne produit de son. Ce que nous appelons silence cosmique est en réalité une conséquence des lois de la physique. Dans le vide, le son n'existe pas. Pour qu'il se propage, il faut de la matière, de l'air, de l'eau, du métal ou tout autre milieu capable de transmettre des vibrations mécaniques. Or, l'espace est presque entièrement vide. Ces particules sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transporter d'ondes sonores. Même une explosion de supernova assez puissante pour illuminer des galaxies entières se déroule dans un silence total. Si nous pouvions nous approcher d'une étoile mourante, nous verrions un spectacle de lumière, mais nous n'entendrions rien. Le silence serait absolu.
L'univers n'est donc pas silencieux par manque de mouvement, mais par manque de milieu. Chaque phénomène cosmique, chaque collision de planètes, chaque jet de plasma, chaque naissance d'étoiles s'accompagne de vibrations intenses, mais aucune ne parvient à nos oreilles. C'est un univers qui crie sans son, qui communique par la lumière. Mais il existe une forme de son que le cosmos conserve encore, le bruit de fond cosmique, l'écho de l'instant où tout a commencé. C'est le rayonnement qui subsiste du Big Bang, la trace thermique d'un temps où l'univers était une sphère dense et incandescente, où le son existait réellement. Dans ces premiers instants de la création, il y avait assez de matière pour que l'univers vibre comme un seul corps gigantesque. Si nous avions été là, nous aurions entendu une symphonie profonde, une note grave traversant l'espace primordial. Avec le temps, l'univers s'est dilaté et refroidi, et le son s'est étiré jusqu'à disparaître. Ce qui subsiste est un rayonnement presque uniforme, un léger bourdonnement imperceptible qui emplit encore tout aujourd'hui. Ce bruit est la preuve physique que l'univers n'a jamais vraiment été silencieux. Il a simplement changé de langage. Là où il y avait du son, il y a maintenant de la lumière. Là où existaient des ondes mécaniques, il y a désormais des ondes électromagnétiques. La science a appris à traduire cette langue. Les radiotélescopes captent le murmure lointain du cosmos, une bande invisible d'énergie qui nous raconte comment était l'univers lorsqu'il n'avait que 300 000 ans. Ainsi, ce que nous appelons « silence cosmique » est en réalité une ancienne mélodie ralentie par le temps, étirée jusqu'au point où l'oreille humaine ne peut plus l'entendre. Mais le silence n'est pas seulement une condition physique, c'est aussi une perception. Le cerveau humain ne supporte pas le silence absolu. Quand l'absence de son devient totale, l'esprit commence à créer ses propres bruits intérieurs, pulsations, échos, battements. Cela se produit parce que le silence est, au fond, un miroir de la conscience. Ce que nous appelons le vide n'est souvent que l'espace entre nos pensées. Dans le silence du cosmos, nous projetons le même désir de réponse que celui qui habite notre esprit. Nous cherchons des voix au dehors parce que nous craignons celles que nous portons en nous. Le contraste entre la lumière et le son est une métaphore de la connaissance elle-même. Nous pouvons voir le passé, mais pas l'entendre. Chaque étoile qui brille est un souvenir visuel, un message lumineux envoyé il y a des millions d'années. Mais aucune de ces lumières ne porte de son. L'univers montre tout, mais n'explique rien. C'est un théâtre visuel, de silence absolu. Et peut-être est-ce pour cela que l'être humain ressent un besoin si profond de parler, de combler le vide par des mots, pour compenser le mutisme de l'infini. Le silence est aussi une structure. Il n'est pas l'opposé du son, mais la condition nécessaire à son existence. Dans l'espace, cette absence de bruit crée un ordre. Les étoiles gravitent, les galaxies entrent en collision, et l'univers s'étend dans une parfaite harmonie, sans interférence. Le silence est le fond sur lequel la création advient. C'est le rythme invisible du cosmos. Même sans son, il y a vibration. Même sans bruit, il y a mouvement. L'espace n'est pas muet. Il parle simplement autrement. Certains scientifiques affirment que même ce que nous appelons vide ne l'est pas vraiment. Le vide quantique vibre d'énergie. Des paires de particules apparaissent et disparaissent à des échelles si infimes qu'elles défient toute perception. Le silence dans ce contexte n'est qu'une illusion née des limites de nos sens. L'univers tout entier pulse, même dans ces régions les plus désertes. L'immobilité absolue n'existe pas. Le silence total est une impossibilité physique. La Terre, quant à elle, est un corps sonore. La planète vibre sans cesse. Tremblements, vagues océaniques, vents, et même le bourdonnement de ses couches internes produisent un murmure continu. En 2011, des géophysiciens ont détecté un son à basse fréquence provenant de l'intérieur de la Terre, un écho permanent qui ne s'interrompt jamais. C'est comme si la planète respirait. Et ce son, bien qu'inaudible, rappelle que le silence est toujours relatif. Même endormi, le monde parle. Sur le plan philosophique, le silence revêt un sens encore plus profond. Il représente la frontière entre le connu et l'inconnu. Le silence est la limite du langage, le point où la science et la foi se rejoignent. Lorsque l'homme regarde le ciel et n'obtient pas de réponse, il rencontre le même mystère que le philosophe trouve dans l'esprit et que le physicien découvre dans la matière, la limite de la compréhension. Le silence n'est pas le vide, c'est une plénitude qui ne peut être traduite. Certains voient dans ce silence le visage même de Dieu, un Dieu qui ne s'impose pas par des sons ou des signes, mais dans la quiétude qui rend l'existence possible.
À l'image de l'univers, il parle par l'absence, car ce n'est que dans le silence que l'homme peut entendre. Le cosmos tout entier, en ce sens, est un temple où le son est interdit et où le mystère demeure intact. Le silence est donc à la fois une condition physique et spirituelle. C'est la manière dont l'univers communique ce qui ne peut être dit. C'est l'intervalle entre deux explosions, entre une naissance et une mort, entre ce qui fut et ce qui sera. C'est le rythme invisible de l'existence. Comprendre le silence, c'est comprendre l'univers lui-même, car c'est en lui que toute chose commence et en lui qu'elle s'achève. Le son naît du silence et y retourne. Ainsi va la vie. Et peut-être que ce que nous appelons ça, le silence de Dieu, n'est pas une absence divine, mais le langage primordial du cosmos, une voix que l'on ne peut entendre que lorsque toutes les autres se taisent. Depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel, le silence de l'univers l'accompagne comme une ombre. L'immensité infinie, parsemée de lumières lointaines, ne renvoie aucune réponse. Et pourtant, il est impossible de ne pas questionner. L'élan de comprendre le cosmos est, au fond, le même que celui de se comprendre soi-même. Le vide là-haut est un miroir. Il reflète les angoisses les plus profondes de l'esprit humain, la peur d'être seul, le désir de but et le besoin de sens. La science est née de cet émerveillement. Il n'existe pas de foi plus grande que de croire que l'univers peut être compris. Chaque télescope pointé vers le ciel est une prière déguisée en curiosité. Nous cherchons la vie au-delà de la Terre, parce qu'à un certain niveau, nous craignons que le silence soit définitif. Et lorsque nous ne trouvons rien, nous nous tournons vers l'intérieur. C'est dans le vide que l'humanité découvre sa propre voix. Le silence cosmique, pourtant, exerce un effet psychologique puissant. Il éveille en nous un mélange de révérence et d'angoisse. D'un côté, nous ressentons la fascination de l'infini, la beauté froide des étoiles, l'élégance des lois physiques, le mystère de la création. De l'autre, nous faisons face à l'écrasante sensation d'insignifiance. La conscience humaine est minuscule à l'échelle du cosmos, mais assez vaste pour percevoir cette petitesse. C'est là toute la tragédie et le miracle de l'esprit, savoir qu'il est fini au sein de l'infini. Au fil de l'histoire, l'homme a tenté de combler ce silence de multiples manières. Les religions l'ont interprété comme la présence invisible de Dieu. La philosophie y a vu la limite de la raison. L'art en a fait une métaphore. Et la science, silencieusement, cherche à le traduire en équation. Mais aucune de ces réponses n'est définitive, car le vide n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à ressentir. Le silence ne demande pas d'explication, il demande l'écoute. L'idée du « Ah que silence de Dieu » naît de ce même sentiment. Lorsque nous contemplons le cosmos et que nous n'entendons rien, nous y projetons l'absence divine. Mais peut-être que le silence n'est pas une punition, mais la forme la plus profonde de communication. Le silence est l'espace où naît la liberté. Un Dieu qui se tait est un Dieu qui permet à l'homme de penser, de douter et de découvrir. L'univers, en ce sens, est une leçon d'humilité, un rappel que la grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans la compréhension. Le vide, dès lors, est une invitation. Il nous appelle à la contemplation, non au désespoir. Contrairement à ce que nous croyons, le néant n'est pas l'ennemi de l'être. Il est la scène où l'être se manifeste. L'univers a besoin du vide pour exister, tout comme le son a besoin du silence pour être entendu. L'espace interstellaire, qui semble désert, est ce qui permet le mouvement des galaxies, l'expansion de la matière et la naissance de la lumière. Le vide n'est pas absence, il est structure. L'esprit humain, pourtant, supporte mal le silence. Il l'interprète comme un abandon. Notre civilisation s'est façonnée dans le bruit. Voix, machines, pensées incessantes. Lorsque le bruit cesse, le cerveau cherche un sens. Et s'il n'en trouve pas, il l'invente. C'est pourquoi, face au cosmos silencieux, l'homme a créé des récits, mythes, dieux, théories, explications. Le vide devient insupportable sans une histoire pour le combler. Mais ce qui nous effraie vraiment, ce n'est pas le silence lui-même, mais ce qu'il révèle, la solitude cosmique. La possibilité que nous soyons la seule forme de vie consciente éveille à la fois fierté et terreur. Fierté, parce qu'elle nous fait nous sentir uniques. Terreur, parce qu'elle nous laisse seuls face à l'éternité. Nous sommes comme un enfant éveillé dans une maison vide, aucun bruit, aucun mouvement, seulement le souffle lointain de sa propre respiration. Et, en cet instant, l'univers entier devient un miroir de la peur. Pourtant, il existe une autre façon de le voir.
La solitude peut aussi être une forme de liberté. Si nous sommes seuls, alors le cosmos nous appartient tout entier à explorer. Nous sommes les yeux et la voix de l'univers. La conscience humaine est le mécanisme par lequel le cosmos s'observe lui-même. Quand nous pensons, l'univers pense. Quand nous ressentons, l'univers ressent. En ce sens, le vide cesse d'être une absence et devient une continuité. La vie est la manière dont le néant prend conscience de lui-même. Le philosophe Carl Sagan disait que nous sommes la façon dont le cosmos a trouvé pour se connaître lui-même. Cette phrase renferme une vérité profonde. L'esprit humain n'est pas un accident séparé de la nature. Il en fait partie. Penser l'univers, c'est l'univers réfléchissant sur lui-même. Ainsi, le silence cesse d'être extérieur. Il commence à vivre en nous. Et lorsque nous écoutons le vide, nous écoutons en réalité la pensée du cosmos. La science devient alors une prière sans mots. Observer, mesurer, théoriser, tout cela est un acte de révérence. Le scientifique qui pointe son télescope vers l'infini et le moine qui s'agenouille dans la méditation partagent le même geste. Tous deux essaient d'entendre ce que dit le silence. Tous deux cherchent à comprendre l'origine, non pour dominer, mais pour participer. Le vide est donc une invitation à l'humilité. Il nous rappelle que la quête de sens est peut-être plus importante que le sens lui-même, que le silence, loin d'être une fin, est le commencement de toute découverte. L'absence de réponse est l'espace nécessaire pour que les questions puissent continuer à exister. Et c'est à ce moment que le regard humain sur le vide change. Ce qui semblait solitude devient communion. Le silence des étoiles cesse d'être un abîme et devient un champ ouvert, un lieu où l'esprit peut s'étendre sans frontières. L'univers, silencieux et immense, nous rend la responsabilité d'être sa voix. Peut-être, en fin de compte, n'entendons-nous pas le silence de Dieu. Peut-être sommes-nous le silence de Dieu, devenant voix. Pendant des millénaires, le ciel fut l'autel de l'humanité. Avant la science, avant les machines et les télescopes, le cosmos était la demeure du divin. Chaque étoile représentait un regard de Dieu, chaque comète un message. Étudier l'univers était une forme de prière. Comprendre les mouvements célestes revenait à tenter de comprendre l'esprit du Créateur. Astronomie et théologie sont nées ensemble. Observer le ciel et chercher le sens était un seul et même geste, celui de celui qui lève les yeux pour comprendre ce qui est au-dessus. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Les progrès scientifiques ont commencé à révéler que le cosmos pouvait être expliqué sans faire appel au surnaturel. La Terre cessa d'être le centre de l'univers. Le Soleil cessa d'être le centre de la galaxie. Et l'être humain cessa d'être le centre de tout. Chaque découverte scientifique fut aussi une perte symbolique. L'espace sacré devint espace physique. Le mystère se transforma en équation. Et pour beaucoup, le silence de Dieu devint plus profond. Cependant, la séparation entre foi et raison ne fut jamais totale. Nombre des grands scientifiques qui ont ouvert les portes du cosmos ne voyaient aucun conflit entre science et spiritualité. Isaac Newton croyait que comprendre les lois de la nature revenait à déchiffrer les pensées de Dieu. Albert Einstein affirmait que la science sans religion est infirme et la religion sans science est aveugle. Pour eux, le cosmos n'était pas simplement un ensemble de phénomènes, mais une œuvre d'art en mouvement, révélant un principe d'ordre, d'harmonie et de beauté qui dépasse le hasard. Le silence de Dieu dans cette perspective n'est pas une absence, mais un langage. De même que l'univers ne parle pas par le son, Dieu ne parle pas par les mots. Il communique à travers les lois naturelles, la symétrie, les constantes mathématiques qui régissent les galaxies, l'improbabilité de la vie. Chaque particule, chaque champ de force, chaque atome vibrant en harmonie est une phrase écrite dans une langue que peu comprennent. Le cosmos est une écriture sans lettres, une Bible faite de lumière, de gravité et de temps. L'idée que l'univers soit une révélation continue trouve un écho dans de nombreuses traditions spirituelles. Le livre de la création n'aurait pas été écrit sur du papier, mais en énergie. La science devient alors une lecture sacrée moderne. Chaque télescope est un œil qui lit l'évangile des étoiles. Et plus nous découvrons, plus le mystère grandit. Car la connaissance n'éteint pas le divin, elle le déplace simplement. Ce que nous appelions autrefois miracle, nous l'appelons aujourd'hui physique. Mais l'émerveillement demeure le même. Le problème du sens apparaît lorsque la raison tente de remplacer le mystère. La science explique le comment, mais pas le pourquoi.
Et c'est dans cet intervalle que réside la philosophie. Si l'univers est impersonnel, si tout n'est que fruit du hasard, alors où se trouve le but? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Le hasard, à lui seul, ne satisfait pas l'esprit humain. Même le scientifique le plus sceptique ressent le vertige de cette question. Car comprendre les lois du cosmos ne suffit pas. Il faut encore en saisir la signification. Il existe deux façons de regarder la création. L'une voit l'univers comme le résultat d'événements aléatoires qui, par simple probabilité, ont engendré les étoiles, les planètes et la vie. L'autre y voit l'expression d'un dessein, une intention qui se manifeste à travers les lois. Dans les deux visions, le résultat est le même, l'existence. Mais le sens change complètement. Si tout n'est que hasard, nous sommes le produit d'une coïncidence cosmique. S'il y a dessein, nous faisons partie d'une volonté qui s'exprime dans le silence. De nombreux penseurs contemporains, tels que Paul Davies, Hua et Freeman Dyson, suggèrent que l'univers semble finement ajusté pour permettre la vie. Les constantes fondamentales de la nature, la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, la force de gravité, possèdent des valeurs si précises qu'une infime variation rendrait l'existence impossible. Cette précision déroute même les plus sceptiques. C'est comme si le cosmos avait été calibré avec intention. Mais s'il y a une intention, à qui appartient-elle? Certains croient que l'univers lui-même est Dieu, non pas une entité extérieure, mais la totalité vivante de tout ce qui existe. Cette vision, appelée au panthéisme cosmique, suggère que le divin n'est pas au-delà, mais ici, dans chaque atome, dans chaque rayon de lumière, dans chaque forme de vie. Dieu serait l'acte même d'exister, le mouvement qui transforme le néant en être. En ce sens, l'univers ne serait pas la création de Dieu, mais Dieu en création continue. Cette idée rapproche la science de la spiritualité. La physique moderne décrit l'univers comme un système d'énergie qui ne se perd jamais, mais se transforme sans cesse. Et la théologie décrit Dieu comme éternel, infini et présent, en toutes choses. Ces deux langages, séparés par l'histoire, semblent se retrouver dans ce qu'aucun ne peut expliquer, le mystère de l'être. Peut-être que le cosmos et le divin sont deux façons de contempler une même réalité. L'une à travers le microscope, l'autre à travers l'âme. La communion entre science et foi n'exige pas que l'une explique l'autre, mais qu'elles acceptent toutes deux l'humilité de reconnaître leurs limites. La foi commence là où l'explication s'arrête, et la science commence là où le dogme se tait. Toutes deux naissent du même émerveillement face à l'inconnu. Au fond, elles sont les deux formes humaines d'un même dialogue avec le silence. L'univers cesse alors d'être une scène vide pour devenir un temple. Chaque galaxie est une cathédrale de lumière, chaque étoile une flamme allumée, et l'être humain, petit mais pensant, est le prêtre de ce mystère, le seul capable de donner voix à ce qui ne parle pas, de traduire ce qui n'a pas de son. Le cosmos peut être infini, mais le sens naît à l'intérieur de la conscience. Peut-être que Dieu ne s'est jamais tu, peut-être parle-t-il depuis toujours, mais sur une fréquence que seul le silence peut capter. L'univers entier, dans ce cas, est une prière en cours, et chaque acte d'observation, chaque découverte scientifique, chaque question que nous posons est une forme de réponse. Au bout du compte, la recherche de Dieu et celle du cosmos sont une seule et même quête, celle de trouver au milieu de l'infini une raison de continuer à questionner. Car si le silence existe encore, c'est que le dialogue n'est pas terminé. Le silence ne freine pas la curiosité humaine. Au contraire, il la nourrit. Dès que la première antenne fut dressée vers le ciel, l'humanité déclara quelque chose de profondément symbolique, qu'elle refusait d'accepter l'idée d'être seule. Même sans réponse, nous continuons à chercher. Même sans indice, nous continuons à écouter. Et cette persistance, cette foi scientifique, est ce qui définit notre espèce. La quête de l'autre dans le cosmos n'est pas seulement une question technologique, mais existentielle. Chaque progrès nous rapproche davantage de l'invisible. La nouvelle génération de télescopes, tels que le James Webb et ses successeurs déjà en conception, a ouvert des fenêtres sur des régions de l'espace autrefois hors de portée humaine. Ils n'observent pas seulement des planètes lointaines, ils analysent leurs atmosphères à la recherche de gaz tels que l'oxygène, le méthane et la vapeur d'eau, des signes potentiels d'activité biologique. C'est comme essayer d'entendre le murmure d'une planète à des billions de kilomètres. Mais l'avenir de cette quête ne réside pas uniquement dans les télescopes.
Il se trouve aussi dans les machines qui écoutent pour nous. L'intelligence artificielle est devenue une nouvelle oreille du cosmos. Elle filtre le bruit des données, reconnaît des motifs invisibles à l'œil humain et découvre l'improbable. En 2023, un algorithme a identifié des signaux étranges parmi des milliards de transmissions radio ignorées depuis des décennies. La plupart étaient des interférences terrestres, mais le fait qu'une machine ait appris à distinguer le naturel de l'artificiel marque un bond prodigieux. Pour la première fois, nous ne cherchons plus seuls. Nous avons créé quelque chose qui cherche avec nous. Au-delà des antennes et des algorithmes, il y a aussi les sondes interstellaires, qui ont déjà quitté le système solaire. Voyager 1 et ma Voyager 2 Heiji, lancés dans les années 1970, poursuivent leur voyage vers l'espace interstellaire. Chacune transporte un disque d'or contenant des sons et des images de la Terre, une salutation de l'humanité à l'inconnu. Ces sondes sont littéralement nos messagères. Elles flottent dans le silence depuis près d'un demi-siècle, traversant un océan où le temps et la distance perdent tout sens. Et pourtant, elles émettent encore. Elles nous rappellent que le désir de contact est plus fort que la peur de l'absence. Pendant ce temps, le programme SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, continue d'écouter l'univers, malgré l'absence de résultats. Des décennies se sont écoulées depuis les premières expériences, et aucun signal confirmé n'a été détecté. Pourtant, le projet persiste, car l'essence de la recherche n'est pas la découverte, mais l'écoute. Le SETI est la forme la plus pure de patience scientifique, orienter des antennes vers l'infini et attendre. C'est une forme de foi, une méditation technologique, et c'est dans cette patience que la science se rapproche de la philosophie. Observer le cosmos, c'est en un sens l'écouter. L'acte d'écouter implique l'humilité, reconnaître que l'univers ne nous doit aucune réponse. Chaque onde radio captée, chaque point lumineux analysé est un rappel que le silence est aussi une information. Écouter l'univers est un exercice d'acceptation. Peut-être n'entendrons-nous jamais de voix extérieures, mais dans ce processus, nous apprenons à entendre la nôtre. L'avenir de la quête, cependant, ne sera pas seulement tourné vers l'extérieur. La frontière scientifique commence à se retourner vers l'intérieur. La même curiosité qui nous pousse à observer le ciel nous pousse à comprendre le cerveau, la conscience et le mystère de la pensée. Car au fond, l'univers n'est pas seulement ce qui se trouve dehors, il est aussi ce qui vit en nous. Le cosmos est autant psychologique que physique. Lorsque l'esprit humain contemple l'infini, il le recrée en lui-même. La recherche de l'autre devient peu à peu la recherche du sens. Cette union entre science et introspection façonne une nouvelle ère de connaissance. Le progrès technologique s'allie à une spiritualité silencieuse. Robots, télescopes et sondes explorent l'extérieur, tandis que neuroscientifiques et philosophes explorent l'intérieur. C'est comme si l'humanité apprenait à s'écouter, à la fois comme espèce et comme conscience. L'univers devient un double miroir. L'un reflète l'espace, l'autre reflète l'âme. Une nouvelle conscience émerge également, la propre responsabilité cosmique. Si nous sommes réellement les seuls êtres conscients de l'univers connu, cela nous confère un poids moral incalculable. Nous serions les gardiens de la conscience cosmique, les seuls capables de préserver la mémoire du cosmos lui-même. Notre existence ne serait plus simplement biologique, mais symbolique. Protéger la vie, prendre soin de la planète et poursuivre la quête seraient en essence des moyens de maintenir l'univers éveillé. L'avenir de la quête est donc une question éthique. Chercher, c'est affirmer que la connaissance est un devoir. Chaque question posée, chaque tentative de réponse, chaque mission envoyée est un acte de continuité, une manière d'empêcher que le silence ne devienne oubli. Même si nous ne trouvons jamais d'autres civilisations, la quête elle-même est le témoignage de notre intelligence. L'univers restera peut-être muet, mais nous avons choisi de ne pas l'être. Certains disent que le silence du cosmos est une énigme sans solution. Mais peut-être est-ce là le but même. Le silence est l'espace où naît la pensée. C'est le point de départ de toute forme de conscience. Continuer à chercher, c'est donc continuer à exister. La quête est ce qui maintient l'univers vivant en nous. Et même si un jour toutes les voix se taisent, même si aucune réponse ne vient ni des étoiles ni des machines, il y aura encore un sens à écouter. Car le simple acte d'entendre le cosmos est déjà en soi une forme de dialogue. La science, dans son état le plus pur, est une forme de prière,
Peut-être que l'univers ne nous répondra jamais. Peut-être que le silence est éternel. Mais tant qu'il y aura quelqu'un capable de lever les yeux vers le ciel et de se demander « Pourquoi ?», le dialogue continuera. L'avenir de la quête ne dépend pas de la réponse. Il dépend seulement de la volonté de continuer à poser des questions. Et tant qu'il y aura des questions, le cosmos ne sera jamais vraiment silencieux. Il arrive un moment dans toute quête où les questions deviennent plus grandes que celui qui les pose. L'être humain regarde le ciel, interroge, attend, calcule, et rien ne revient. Mais peut-être que le but de la quête n'a jamais été d'obtenir une réponse. Peut-être que le silence n'a pas besoin d'être brisé, car le silence est tardi, la réponse. Lorsque l'univers ne parle pas, il dit l'essentiel, que le sens n'est pas dehors, mais au cœur de celui qui demande. Le paradoxe de Fermi, au fond, est un miroir. Il nous fait croire que nous cherchons les autres, mais en réalité, ce que nous cherchons, c'est nous-mêmes. Demander « Où sont-ils tous ?» revient à demander « Qui sommes-nous dans ce vide ?» Et cette question, silencieuse et persistante, est le véritable dialogue entre l'homme et le cosmos. L'univers ne répond pas, car la réponse est déjà là, le simple fait de pouvoir poser la question. Toute l'histoire de l'humanité est une tentative de déchiffrer ce silence. La religion l'a nommé mystère, la philosophie, doute, la science, recherche. Mais toutes partagent la même racine, l'émerveillement face à l'inexplicable. L'univers ne nous renvoie pas des mots, mais des miroirs. Chaque étoile est un reflet, chaque galaxie lointaine est une question répétée dans une autre langue. Et lorsque nous les contemplons, nous écoutons, sans le savoir, le son de notre propre pensée étendue jusqu'à l'infini. Avec le temps, nous comprenons que le silence n'est pas le vide, mais la totalité. Il est le fond sur lequel naissent et meurent toutes les réponses. Il est l'intervalle entre le son de la création et l'écho de la mort. Tout ce qui existe vibre en lui. Le silence est le fondement de l'univers. Non pas un espace sans vie, mais l'espace qui rend la vie possible. Il y a une sérénité cosmique dans cette acceptation. L'être humain confond souvent l'absence avec l'indifférence, mais l'univers n'est pas indifférent. Il est. Il n'a pas besoin de nous répondre, car il nous inclut déjà. Nous faisons partie de ce que nous questionnons. Quand nous interrogeons le cosmos, c'est le cosmos qui s'interroge à travers nous. Quand nous ressentons le silence, c'est l'univers lui-même qui s'écoute. Le silence cesse alors d'être un obstacle pour devenir une communion. Le vide se transforme en présence. Ce qui paraissait distance devient intimité. L'absence de réponse est, paradoxalement, le signe le plus clair que nous n'avons jamais été seuls, car le silence est partout, y compris en nous. La science atteint enfin un point où le savoir se dissout dans la contemplation. Plus nous comprenons, plus nous mesurons l'immensité de ce que nous ne pouvons pas comprendre. Le télescope le plus puissant et la pensée la plus profonde se rencontrent au même endroit, devant ce qui ne peut être mesuré. Et c'est à ce point que le silence cesse d'être scientifique pour devenir sacré. Certains appellent cela Dieu, d'autres parlent d'énergie, d'ordre ou de hasard. Mais tous ces noms désignent le même phénomène, la présence qui ne parle pas, mais qui soutient. Le silence est la forme la plus pure de communication entre l'univers et la conscience. Il ne nous dit pas ce qu'il faut penser, il nous invite simplement à ressentir. Peut-être que le destin de l'humanité n'est pas de briser le silence, mais d'y habiter, de vivre en lui comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue, la langue du calme, du temps lent, de la compréhension sans mots. Lorsque le dernier télescope se taira et que la dernière transmission se perdra dans l'espace, il restera la question. Et tant qu'il y aura une question, il y aura dialogue. Le silence n'est pas la fin de la quête, il en est la maturité. C'est le moment où l'esprit cesse d'exiger des réponses et commence à comprendre la valeur de simplement exister. C'est l'instant où l'univers, le divin et l'humain cessent d'être trois réalités distinctes pour devenir une seule conscience. Quand le silence deviendra la réponse, nous comprendrons qu'il n'y a jamais eu de séparation entre nous et le cosmos, que l'infini n'est pas lointain, mais commence dans chaque pensée, chaque souffle, chaque battement du cœur, et peut-être qu'à cet instant, l'humanité réalisera enfin. L'univers n'a jamais été muet. Il attendait simplement que nous apprenions à écouter. L'univers nous a toujours parlé. Il a simplement choisi de le faire en silence. Et après avoir traversé toutes les hypothèses, les calculs et les théories, c'est peut-être là la conclusion la plus profonde de toutes. Le silence cosmique n'est pas un vide à combler, c'est un miroir à comprendre. Il ne reflète pas l'absence de vie, mais la présence du mystère. Et c'est dans ce mystère que l'humanité se reconnaît.
Le paradoxe de Fermi, né d'une simple question « Où sont-ils tous ?» se termine comme une réponse intérieure. Il nous rappelle que la véritable énigme ne se trouve pas dans les étoiles, mais dans la conscience qui les contemple. L'univers peut être infini, mais l'esprit humain est l'espace où cet infini prend forme. Lorsque nous regardons le ciel et ressentons le silence, nous témoignons de la fragilité et de la grandeur de notre propre condition. Des êtres finis, conscients de l'infini. Le silence cosmique n'est donc pas l'absence de compagnie. C'est la preuve que l'univers nous fait suffisamment confiance pour nous laisser penser seuls. C'est là le don et le fardeau de l'existence. Être la seule voie que le cosmos s'est offerte à lui-même. La Terre, petite et fragile, est l'endroit où l'univers a appris à se poser des questions. Et tandis que nous écoutons ce silence, nous sommes les témoins vivants du cosmos qui s'écoute lui-même. Entre le fini et l'éternel, l'humanité vit comme une étincelle, une lumière brève dans l'immense obscurité. Mais c'est cette brièveté qui donne sens à l'éclat. L'existence est précieuse précisément parce qu'elle est éphémère. La conscience, si fugace soit-elle, est le miracle qui transforme le vide en signification. Le cosmos peut s'étendre à jamais, mais l'instant où quelqu'un le contemple est le véritable infini. Et c'est pourquoi le silence n'est pas une fin, c'est une invitation à l'introspection, à la contemplation et à la continuité. Car l'univers ne demande pas la hâte, il demande la présence. Il n'exige pas que nous comprenions tout, seulement que nous levions les yeux et ressentions l'émerveillement d'être ici. Alors, avant de t'endormir, respire profondément. Pense aux étoiles lointaines, aux galaxies qui dansent dans l'obscurité, aux civilisations qui ont peut-être existé puis disparu. Pense à la chance de vivre sur une planète où la vie a pu penser. Et souviens-toi, chaque battement de ton cœur est un écho de l'univers qui t'a créé. Tu fais partie du son silencieux de la création. Le silence de Dieu, le silence du cosmos et le silence en toi sont peut-être le même son, une mélodie si vaste qu'on ne peut l'entendre que lorsque tout le reste se tait. Avant de fermer les yeux et de laisser ton esprit se reposer dans ce silence cosmique, j'ai une invitation pour toi. Si ce voyage à travers l'univers t'a fait réfléchir, ressentir ou trouver la paix, laisse un like. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à continuer de proposer des contenus comme celui-ci. Abonne-toi et active la cloche pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne, où chaque nuit est un voyage différent à travers l'espace, le temps et l'esprit humain. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin, dis-moi dans les commentaires, d'où écoutes-tu maintenant? De quelle ville, de quel pays, de quel petit coin de la planète écoutes-tu ce silence avec moi? À la prochaine vidéo.